Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Rapunzel. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing. That was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce stream spécial Vice Versa 2. Avec moi ce soir pour discuter du dernier Pixar au cinéma, j'accueille David et Ludivine. Bonsoir à tous les deux, merci de m'accompagner ce soir. Bonsoir, salut. Salut Mégane. Alors, en attendant que... Et on dit bonsoir aussi à Embarras. Oui, bonsoir à Embarras, c'est vrai. On devait avoir Laurent avec nous ce soir qui malheureusement ne peut pas nous rejoindre, donc on lui envoie plein de pensées, plein de gros bisous. Peut-être qu'il nous regarde, mais pour ne pas l'oublier, on a mis Embarras à sa place, en petit clin d'œil à cette soirée et au thème du coup du stream, puisqu'on ne parlera que de Vice Versa 2 ce soir. Du coup, on n'est plus sur le format popcorn habituel, on ne changera pas de sujet, on ne changera pas d'intervenant. Nous resterons tous les trois, et du coup, petit plus avec Embarras. Alors, on peut commencer cette soirée si vous le voulez bien. Les différents internautes nous rejoindront au fur et à mesure de la soirée. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à nous mettre un petit coucou dans le chat. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. On va faire un petit rappel du coup de Vice Versa 2. Et du coup, Ludivine, je te laisse nous présenter le pitch, s'il te plaît. Alors, juste avant de pitcher le film, je propose qu'on regarde la bande-annonce. Ça te va ? Oui, ça me va. Très bonne idée. Alors, Riley, et ce stage ? C'était bien. Elle part en stage pendant 3 jours et on a le droit qu'à c'était bien. Quoi ? Elle part en stage pendant 3 jours et on a le droit qu'à c'était bien ? Oui, pourquoi pas. Quelle devinette. Retour au match. Ça va, oui. C'est quoi le score ? Par Disney et Pixar. Riley est officiellement une adolescente. T'as pas encore fait ton sac ? Je suis complètement nulle. Un peu excessif, non ? Mais j'ai rien fait, je l'ai à peine touché. Laissez faire la professionnelle. Je suis trop répugnante, je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Le 19 juin. Je suis anxiété, je suis ta fan numéro 1 depuis toujours. Je fais partie des nouvelles émotions de Riley. Waouh. Vous vous souvenez quand nous avons tous découvert le quartier cérébral ? Nostalgie. C'était il y a à peine 30 secondes, nostalgie. Oui, c'était le bon vieux temps. Le film pour ressentir plein d'émotions On fait la bataille ! C'est bon, je vais me les faire. Non, Colette. arrive au cinéma. Oh, des takiwaki, tiens. Check, 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 tu m'entends ? Il faut que j'appuie sur le bouton. Ici, joie, bien reçu, terminé. C'est génial. Ne regarde pas en bas et avance. Elle va réussir, pas vrai ? Coussi coussa. Vice Versa 2. Il y a un chapitre 2. On y va ! Exclusivement au cinéma le 19 juin. Et donc le pitch du film, comme vous l'avez vu sur la bande-annonce qu'on vient de présenter, on retrouve Riley et ses émotions. Donc Riley a cette fois-ci 13 ans révolus. On est un peu plus d'1 an après les événements de Vice Versa premier du nom. Et si vous vous souvenez, à la toute fin de Vice Versa, il y a Joie qui finissait en disant « Et puis Riley a 12 ans, je ne vois pas ce qui pourrait arriver ». Donc depuis, elle s'est fait des amis au cours de sa dernière année de collège. Ce qui est l'équivalent de leur collège, parce que on s'entend qu'à 13 ans, on n'est pas prêt de commencer le lycée, à moins d'avoir beaucoup d'avance. Donc elle a 2 amis qui sont Grace et Brie, avec qui elle joue au hockey.
Et ici, la majorité du film va se passer sur les 3 journées entre la fin du collège et le début du lycée. Et les 3 filles partent à un stage de hockey organisé par la coach de l'équipe du lycée. Elles se retrouvent donc confrontées aux grandes du lycée, des joueuses qu'elles admirent, menées notamment par Valentina, dite Val Ortiz. Et en parallèle, on voit Riley entrer de plein fouet dans l'ère de la puberté, avec la présence de nouvelles émotions qui s'invitent dans le quartier cérébral. Et ces émotions-là, ce sont envie, embarras, ennui et surtout anxiété, ce qui n'est pas du tout au goût de joie, tristesse, colère, dégoût et peur qui étaient présents dans le premier. Voilà, donc on va pouvoir parler un peu plus de tous ces nouveaux personnages et de l'histoire dans la suite. Merci pour ce pitch très très complet. J'en profite pour saluer Disneyman qui nous rejoint. Merci d'être aussi fidèle au poste. Ça fait plaisir de pouvoir compter sur ta présence. Est-ce qu'on fait un petit rappel du premier maintenant ou est-ce que vous souhaitez continuer à parler du second et on replacera le contexte juste après? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? On peut revenir rapidement sur le premier si tu veux, oui. Alors, pour vous rappeler très rapidement le premier, nous avions à l'époque 5 émotions dans le quartier général. Donc, à l'époque, Riley avait 11 ans. On avait donc joie, peur, colère, dégoût et tristesse qu'on retrouve dans ce second opus. Tristesse et joie vont se perdre dans les recoins de l'esprit de Riley. Les 3 autres émotions vont se retrouver aux commandes. Pendant ce temps, joie et tristesse vont explorer quelques contrées lointaines. Elles vont chercher à revenir dans le centre névralgique en essayant de ne pas mettre trop de désordre dans les souvenirs de Riley et surtout faire en sorte qu'elle n'en oublie pas, qu'elle n'oublie pas de bons souvenirs. C'est un récit qui a été déjà, qui était à l'époque à sa sortie en juin 2015 très très adulte, qui a parlé à beaucoup de monde et c'est pour ça qu'il a été présenté aussi hors compétition à Cannes quelques mois, enfin 1 mois avant sa sortie en mai 2015. Et il a été encensé par la critique. Est-ce que vous souhaitez compléter ce rapide topo? Bah écoute, non, je pense que tu as dit l'essentiel. C'est un film qui avait très bien marché à l'époque, hein, donc il est sorti, comme tu disais, en 2015. Il avait plus marché que Le Voyage d'Arlo, qui est sorti aussi à la même époque. En même temps. Ouais, bon, c'était pas, voilà, mais il y avait 6 mois d'écart entre les 2 films. Donc voilà, un film qui a plutôt été apprécié, notamment par son intelligence et par le fait de présenter comme ça les choses de la vie, en quelque sorte, de l'enfance, de passage à l'âge adulte, le fait de grandir et tout ça, avec tout ce qu'on peut ressentir à cet âge-là. Alors ça va être encore plus le cas dans le deuxième, du coup, puisqu'elle grandit encore. Donc voilà, un film qui avait été très bien accueilli, qui avait fait un beau score. J'ai plus le score sous les yeux, mais je vais regarder pendant que je parle. Il avait fait 858 millions de dollars. Donc pour vous situer, ceux qui ne suivent pas trop le box-office, hein, le box-office mondial, on a le club des milliardaires. Il doit y avoir une cinquantaine de films dans l'histoire du cinéma qui ont réussi à atteindre le milliard. Donc c'est une étape très très attendue pour certains films. Et vice-versa 1, pardon, on était vraiment pas loin. 858 millions de dollars, c'est vraiment beaucoup. Il y a même des Marvel qui font ces scores-là, etc. Ou des gros blockbusters. Et là, vice-versa 2 est parti pour faire plus. Et justement, potentiellement rejoindre le club des milliardaires. Donc ça montre aussi qu'il y avait un appétit pour ce film-là et pour avoir une suite à cette histoire-là, que les gens pendant ces 9 années qui ont séparé les 2 films, ont dû revoir le film, le partager avec d'autres personnes qui ne l'avaient peut-être pas vu à l'époque, en 2015, pour qu'aujourd'hui, il y ait encore plus de gens qui se ruent dans les salles de cinéma pour le voir, surtout à une époque où les gens ne se ruent pas tant que ça dans les salles de cinéma pour d'autres films. Donc c'est assez intéressant aussi à observer. Est-ce que tu veux nous partager et là Oh pardon, je t'en prie, Ludivine. Non, vas-y Mégane, vas-y. Je demandais si tu voulais mettre en lumière dès maintenant les chiffres du box-office de Vice Versa 2 pour pouvoir comparer les démarrages. Bah, on peut, alors j'ai pas tous les chiffres sous les yeux, mais là actuellement il est déjà à 799 millions. Donc je vous ai dit que le premier avait fait 858.
D'accord? Donc ça veut dire que dans 50 millions, il a déjà fait le score du premier film, alors que le film est sorti depuis même pas 2 semaines. Si, 2 semaines. Ouais. Oui, 2 semaines, voilà, ça fait 2 semaines. Sachant que, pour vous donner une idée, Je il crois a qu'il fait a le duré tout l'été. oui, voilà, mais il a même fait le score entier de films comme Wish, en un week-end, par exemple, hein. Donc, c'est un démarrage en trombe. C'est un des meilleurs démarrages de l'animation. Alors souvent, il va y avoir un doute sur la question de Super Mario Bros. Mais si on compare avec Super Mario Bros, il faudrait le comparer sur un week-end similaire, parce que Mario a un long démarrage qui a commencé un mercredi, parce qu'il y a des jours fériés ou quelque chose comme ça, qui fait que c'est un démarrage sur 5 jours. Mais si on le ramène, le démarrage sur 3 jours, Vice Versa 2 fait plus. Et en réalité, le seul film qui est devant Vice Versa 2 en termes de démarrage, c'est Les Indestructibles 2 de Pixar également. Donc c'est le deuxième plus gros démarrage d'un film Pixar. Potentiellement, à la fin de sa carrière, peut-être qu'il dépassera Les Indestructibles 2, à voir. C'est vraiment pas impossible, parce que le Club des milliardaires, il va sûrement en faire partie. Sachant que pour des films d'animation, ça arrive pas non plus tant que ça non plus, hein. Donc voilà, on peut même se poser la question, est-ce qu'il atteindra les scores de La Reine des Neiges 2, par exemple, qui lui n'est pas un Pixar, mais qui fait évidemment partie du Club des milliardaires, parce que c'est un des plus gros succès. C'est même actuellement le deuxième plus gros succès pour un film d'animation, en le mettant juste derrière le remake en image de synthèse du Roi Lion en 2019, qui avait un côté très réaliste, et que certains ne visualisent pas comme un film d'animation, mais c'en est un quand même. Ce qui fait que là, actuellement, en film d'animation, vous avez le Roi Lion 2019, suivi de La Reine des Neiges 2, et ensuite Les Indestructibles 2, et peut-être que Vice Versa 2 va s'intercaler quelque part par là. Donc, c'est à prendre vraiment en considération. On n'est plus sur un petit film sorti il y a 10 ans, même si c'était pas un petit film, mais bon, ça faisait partie, voilà, c'était un film parmi d'autres de l'excellente filmographie du studio. Maintenant, on est là sur une potentielle grosse franchise qui compte, Avec quoi. de Enfin, voilà. l'attente. Parce que Voilà, ça avec de crée l'attente, de etc. l'attente, ouais. On imagine bien qu'avec des chiffres pareils, ils vont sûrement se poser la question de faire encore un autre film derrière. Bon, après, peut-être qu'il faudra encore 9 ans, hein, pour le voir, hein, mais voilà, Les Indestructibles 2 n'a toujours pas eu n'a pas eu de suite encore, par exemple, et ça fait maintenant, et c'est le plus gros succès du studio Pixar. Il y a une série qui va arriver sur Disney+, qui va raconter un petit peu les rouages de l'usine à rêve qu'on avait vu dans le premier film. Il y aura peut-être d'autres courts-métrages. Il y en avait déjà eu un qui s'appelait Premier Rendez-vous, qui était directement en vidéo à l'époque, et qui est sur Disney+ aujourd'hui. Il y a une attraction en Californie qui est un petit manège, hein, pour l'instant, mais bon, pourquoi pas imaginer d'autres créations pour les parcs d'attractions. Les personnages aussi. Alors, on a déjà Joie qui est tous les jours à Disneyland Paris, par exemple. Il y a Colère qui vient d'arriver pour l'été. Pourquoi pas d'autres personnages, pourquoi pas d'autres créations encore dans l'univers des parcs à thème. Il y a plein d'idées comme ça qui pourraient arriver. En tout cas, c'est une grosse franchise, donc c'est un film important, surtout que Pixar a enchaîné les échecs récemment. Alors, je le dis parce que c'est comme ça que les gens le disent. En réalité, moi, je suis pas forcément d'accord avec ce côté enchaîner les échecs. En pratique, vous avez 3 films. Alors, il y a eu En Avant, sorti au cinéma. La pandémie a commencé genre 4 jours après. Donc forcément, il on n'a va pas pas pu avoir la voilà, vie qu'il aurait dû avoir. Exactement, il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. C'est un film original en plus. Voilà, c'est toujours un peu plus difficile de faire fonctionner un film original qu'une suite. Et puis ensuite, il est extra, faut le voir. ouais, il est vraiment. C'est un très bon film. Et tous les films que je vais citer là sont des très bons films, puisqu'ensuite il y a eu le trio de films qui ont été balancés sur Disney+ pendant la pandémie, que sont Soul, Luca et Alerte Rouge. Donc tous ces films, c'est difficile de savoir si ce sont des succès ou pas. On peut évidemment pas se baser sur leur carrière cinéma de cette année, puisqu'ils sont ressortis en salle aux États-Unis. Il y a même eu quelques séances en France et dans d'autres pays. Bon, évidemment, c'est pas pareil quand vous sortez un film au cinéma 2-3 ans après la sortie sur Disney+, et même en vidéo, en DVD, en Blu-ray, etc., et vous n'allez pas avoir la même carrière. Mais n'empêche que, si je prends l'exemple de Luca, par exemple, il faut quand même signaler que l'année de sa sortie, c'était le film le plus regardé en streaming, de tout film et toute plateforme confondue. Ça inclut donc Netflix, par exemple. Donc oui, Luca a été plus regardé. Évidemment, les films familiaux, on sait qu'ils sont regardés un petit peu plus en boucle que les autres genres de films, parce que les enfants aiment bien regarder souvent les films. C'est qu'on a des films comme Vaiana aussi, qui est toujours le film le plus regardé en streaming depuis des années. Pareil, toutes plateformes confondues. C'est normal, mais c'est quand même. On peut pas dire que Luca n'ait pas été un succès, en fait, puisque les seuls chiffres qu'on peut regarder, ce sont ceux du streaming. Et puis voilà, il y a eu ensuite Alerte Rouge. Donc, oui, puis de mémoire, si on reste sur Luca, il y a eu un joli merchandising qui a plutôt bien marché, il me semble. Oui, voilà, et puis la présence dans les parcs commence à se faire petit à petit. Alors, c'est pas des grands trucs, mais bon, il y a un char sur une parade Pixar en Californie, il y a les personnages qui sortent. À Paris, on a eu une salle de restaurant. Oui. C'est des petites touches comme ça qui sont ajoutées. Oui. Mais voilà, ça reste un qui film pourrait quand ne même pas l'être. oui, voilà,
Poil, c'est un film que Disney a envie d'utiliser. Ensuite, après ce trio de films-là, il y a eu le film Buzz l'éclair, qui lui faisait partie de la franchise Toy Story, mais en pratique, ça ressemblait quand même plus à un film original, tant il est éloigné de l'univers de Toy Story. Et ce film-là, c'était le retour de Pixar au cinéma. Et ça a été un échec. Là, pour le coup, on peut dire que c'est un échec, puisqu'on a des chiffres, on a une sortie cinéma, etc. Même la critique n'était pas très, très, très bonne. Alors, assez relatif. Je crois qu'au niveau du score Rotten Tomatoes, on est entre les 60 et 70%, face aux 3 autres que j'ai cités qui sont au-delà du 90. Mais 70%, ça veut quand même dire que la majorité a aimé, sinon on sera en dessous de 50. Voilà, il faut toute proportion garder. Des films en dessous de 50, il y en a. Wish, par exemple, n'a pas 50% de bonnes critiques sur... et ensuite, après Buzz l'éclair, il y a eu Élémentaire, où là, c'était à nouveau encore le retour de Pixar au cinéma, qui a eu beaucoup de mal en fait à faire sa place. Il a eu un démarrage très très lent. Pourtant Disney croyait en ce film. Ils l'ont présenté au Festival de Cannes. Il n'a pas été très bien accueilli au Festival de Cannes, ce qui a certainement dû refroidir Disney pour présenter Vice Versa 2 cette année, puisqu'il ne l'a pas été, alors qu'en général, les Pixar, qui habituellement sont toujours vers juin, mais juste avant à Cannes, c'est la plateforme idéale pour en faire parler. De là, ça n'a pas été le cas, donc parce qu'ils se sont dit, écoute, on leur met des bons films et ça leur plaît pas. Et surtout que ce qui les a confortés, c'est qu'une fois que le film est sorti, une fois que le film est sorti réellement dans les salles de cinéma globales, toute la presse ensuite mondiale a pu le voir et la critique a largement grimpé. Le score critique a bien monté, donc ce qui montre que Élémentaire a plu. Au final. Et aujourd'hui, c'est considéré comme un bon film, et c'est même considéré comme un succès parce qu'il avait besoin de tout l'été, mais au final, il a quand même atteint des scores tout à fait honorables. Donc voilà, ça a été rassurant. Mais bon, on sait que l'année 2023 a été compliquée pour Disney au box-office en général. Il y a eu des échecs comme Indiana Jones, comme The Marvels, comme Wish, etc. Donc toute l'année a été complexe. Ce qui fait que là, cette année, Disney avait besoin d'un succès. Le film Pixar qui aurait dû sortir, c'était Elio, un film original qui a été décalé du coup à l'année prochaine. Il aurait déjà dû être sorti, ce film-là. Décalé à l'année prochaine. Là, on a appris récemment qu'il y a Domichi. Alors, pas changement de réalisateur, ça je sais pas, mais en tout cas, il y a Domichi, la réalisatrice d'Alerte Rouge, qui a été appelée à la rescousse sur le film. Donc, film qui, a priori, était terminé. Donc, pendant un an, ils vont en profiter pour le modifier, ce qui fait qu'ils ne sont pas encore certains. Sachant qu'on a eu plusieurs images déjà présentées. Il y a même une bande-annonce. Une bande-annonce, ouais, c'est ça. Il y a même une bande-annonce officielle, encore sur le site de Disney, même en français, avec marqué sorti en mars 2024. Ouais. Ils l'ont pas enlevé. Donc voilà, donc on verra Elio, mais Elio, c'est le prochain Pixar après Vice Versa 2, donc il y aura quand même un challenge. Disney, pourquoi ils ont inversé ces films? Bon, déjà parce qu'a priori, Elio n'avait pas dû les convaincre, vu qu'on apprend maintenant on bosse dessus, mais c'est aussi parce que Vice Versa 2, étant une suite, avait beaucoup plus de chances de fonctionner cette année. Ils avaient besoin d'un succès cette année, là, tout de suite. Ils ont besoin de succès cette année parce qu'on ne peut pas enchaîner après 2023, une année 2024 qui n'est pas bonne non plus. C'est plutôt bien parti puisque La Planète des Singes, le Nouveau Royaume a bien marché. Là, on a Vice Versa 2 qui marche. Deadpool et Wolverine qui arrivent, qui a priori... bien marcher, ouais. Non seulement ça, mais je pense potentiellement que ce sera Il va performer, ouais. Ce sera peut-être même le plus gros succès de l'année, à voir avec Vice Versa 2 finalement, qu'on n'attendait pas aussi haut. Et puis ensuite, ils ont aussi Vaiana 2, qui est la bande-annonce de film d'animation la plus regardée devant Vice Versa 2. Donc là aussi, on devrait avoir des bons scores. Et puis, il y a un petit point d'interrogation encore sur Alien Romulus et sur Mufasa, le Roi Lion, mais qui devraient quand même, je pense, rapporter quand même un peu d'argent l'un et l'autre, même s'ils ne faisaient pas forcément nécessairement les scores des films précédents de leur franchise respective. Donc voilà, donc Vice Versa 2, c'est un film qui fait du bien là pour Disney, pour Pixar. Ils ont enfin débouché le champagne. Il y a la presse américaine qui a rapporté, qui était là aussi chez Pixar à ce moment-là, avec le président de Pixar qui disait ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, mais là on est quand même content. Donc ça fait plaisir. Oui. Et David, on était ensemble quand il y a eu l'annonce parce que ça avait lieu lors de la convention de la D23 Expo de 2022. Je me souviens pas. Je me souviens pas quelle avait été ta réaction à l'époque quand ils avaient annoncé qu'ils allaient sortir un Vice Versa 2 2 ans plus tard. J'en sais rien, mais je suis allé sur le forum DCP et j'ai vu ma réaction où je dis que je pense que ce sera probablement un bon film parce que ça me paraissait pas être une suite d'une évidence folle à faire là 9 ans après. Donc je me suis dit, s'ils lancent un Vice Versa 2, c'est qu'ils ont envie de le faire et qu'ils ont des choses à dire. Et c'était avant l'année difficile de 2023, donc ça n'est pas parce qu'il fallait vite avoir un succès, etc. C'était à une époque où ils étaient en train de faire des films comme Saul, Luca, Alerte Rouge, En Avant, etc., que des films originaux. Et là, il y a Vice Versa 2 qui s'intercale là-dedans. Donc je me suis dit que ça allait certainement être bien.
Bon, a priori, c'est le cas. Donc voilà, ça c'était ma réaction. Juste j'admire, enfin je rajoute, j'admire quand même ta capacité à nous ressortir la présence du forum et à nous donner un bon argument pour être présent et pour pouvoir relire en fait nos avis. Exactement. Vous pouvez aller ouvrir le sujet de Vice Versa 2 qui a été créé le soir même de l'annonce. Et puis comme ça, vous pouvez voir les réactions, les avis, et puis au fil du temps, les bonnes annonces qui arrivent, les premières images, etc. C'est toujours intéressant de se replonger dans la vie les archives, c'est la vie. Ce que je disais juste, donc c'est un film qui est rassurant dans un sens, évidemment, parce que Pixar se dit, ah bah ça y est, on a un film qui marche. Personnellement, je mettrais un bémol quand même. Parce que c'est une suite, justement. C'est ce que j'arrête pas de vous expliquer depuis tout à l'heure, le fait qu'il a fallu caser une suite le plus vite possible parce qu'on sait que ça marche mieux. Si vous regardez l'année 2023, il n'y a que des suites ou des franchises comme Super Mario, qui n'est pas une suite, mais on va pas se leurrer, on sait très bien pourquoi ça marche, c'est parce qu'il y a un jeu vidéo derrière. On est sur une franchise forte, comme Barbie, au final, même si c'est pas de l'animation. Mais tous les films d'animation de l'année dernière, Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est excellent, il n'y a pas de problème, mais c'est une suite quand même. Et puis c'est Spider-Man, voilà. Et puis ensuite, vous aviez donc Super Mario Bros. Et puis je sais plus, mais bon, je suis pas forcément sur 2023 seulement, mais les succès, c'est le Chapeauté 2, c'était Kung Fu Panda 4 là qui a à peu près marché, c'est des trucs comme les Trolls, les Mignons, etc. Et en face, il n'y a pas que Disney qui a galéré. L'année dernière, Universal, ils ont sorti 2 films originaux autres que Super Mario Bros. Qui ont bien galéré puisqu'ils ont sorti de DreamWorks, ils ont sorti Ruby Lado Kraken qui est sorti en même temps qu'Élémentaire. Et personnellement, exactement. D'ailleurs, comme j'avais pas eu le court-métrage de là-haut avant Élémentaire, j'étais allé le revoir. J'étais revenu dans une salle juste pour voir le court-métrage. J'ai changé de salle juste après pour aller dans la salle de Ruby Lado Kraken, puisque les deux salles avaient des séances très proches, juste à côté de l'une de l'autre. Ce qui fait que j'ai pu voir quand même la salle de Élémentaire qui était quand même pleine à craquer. C'était pendant la fête du cinéma. Puis ensuite, je vais dans la salle de Ruby Lado Kraken, il n'y avait personne. Donc, personne n'est allé voir Ruby. Et ensuite, à la fin de l'année, il y a eu aussi... Exactement. Et à la fin de l'année, il y a eu Migration aussi, l'année dernière. Migration qui était le 2e film de Illumination après Super Mario Bros. Et vous avez entendu parler de Migration, vous à part si vous êtes vraiment intéressé par l'animation. On en avait parlé un peu parce qu'il était sorti quasiment en même temps que Wish et du coup potentiellement ça allait faire une concurrence en termes de film d'animation, mais finalement rien. Le film n'a pas marché non plus, alors qu'il est très bien. Pour l'avoir vu, il est très bien. C'est mieux que Super Mario Bros à mon goût d'ailleurs, qui est un peu plus sage, quoi, qui raconte moins de choses. Et donc là cette année, on a DreamWorks qui a aussi un film à la fin de l'année qui s'appelle Le Robot Sauvage, qui sera un film original. On va voir comment ça se comporte face à des choses comme Vice Versa 2 et Vaiana 2. J'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que ces 2 films vont plus marcher que Le Robot Sauvage. Pourtant, Le Robot Sauvage, elle a très bien. Mais moi, mon point d'interrogation sur cette situation-là, c'est ce qu'il en est de la carrière des films d'animation originaux. Est-ce que les gens, les familles, continuent à se déplacer pour aller voir des films originaux? Est-ce qu'ils vont aller voir... Voilà. Est-ce qu'ils vont aller voir Le Robot Sauvage de DreamWorks? Est-ce qu'ils vont aller voir Elio de Pixar l'année prochaine? Et le Pixar suivant qui sera aussi un film original avant de retomber sur Toy Story. Sauf s'ils nous refont une entourloupe en réinversant encore les 2 films comme ils ont fait là. Mais pour l'instant, le planning, c'est ça. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, au final, elle n'est pas si étonnante que ça, cette nouvelle. Et elle fait que confirmer quelque chose qu'on se disait déjà. Il y a que les suites où les gens sont en terrain connu et ils disent « OK, on y va ». Voilà. Et pas forcément parce que si on reprend l'exemple de Barbie, oui, c'est un terrain qui est plus ou moins connu, c'est pas vraiment une suite, mais c'était attendu, ça a bien marché. Oppenheimer a super bien marché et il y avait rien qui allait annoncer que ça allait aussi bien marcher. Alors que en parallèle, tu as le dernier Mission Impossible qui est sorti et il a pas marché du tout. Alors que c'est une suite, c'est une franchise qui est hyper connue et qui plaît. C'est vrai. Alors après, je parlais vraiment de l'animation, parce que dans ça, les suites de l'année dernière qui n'ont pas marché, il y en a plein. Transformers, Fast and Furious, Mission Impossible, Indiana Jones. Bon, il y en a eu plein, et ça a été une année assez compliquée pour un peu tout le monde. Et effectivement, Oppenheimer, c'est le grand gagnant avec Barbie. Barbie, c'est le plus gros succès de l'année. Et puis dans le trio de tête, il y a Super Mario et il y a Oppenheimer. Oppenheimer, alors, on ne va pas enlever quoi que ce soit à Oppenheimer, c'est un film original. Oui. Un biopic. Pas du en plus déconseillé aux moins de 17 ans aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les R-rated, donc voilà, puisqu'il y a de la nudité, de la violence, et ça a fait un carton. Maintenant, on sait aussi un peu comment il en est arrivé là, c'est-à-dire qu'il y a une sorte
de double promo improbable entre Barbie et Oppenheimer, qui fait C'est que vrai. les deux films se sont portés l'un l'autre et sont devenus à eux seuls, en fait, l'événement de l'été 2023, avec les gens qui allaient voir les deux, etc. Ou tout du moins, même pour les gens qui vont pas voir les deux, le fait est qu'on a entendu parler d'Oppenheimer et que finalement, c'est ça le plus important pour que les gens aillent au cinéma, alors que les gens sont passés à côté de la sortie des autres films que j'ai mentionnés. Voilà. Et dans les autres films que j'ai mentionnés ensuite qui n'ont pas marché, on peut aussi ajouter The Marvels notamment. Et Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, qui est aussi le film de l'année dernière, qui a marché un peu, quoi, mais bon, pas ouf, quoi. Donc voilà, mais dans l'animation, on sent qu'il y avait un gros souci quand même l'année dernière, que les gens niaient en disant bah non, regardez Super Mario et Spider-Man par exemple, ça marche. Et c'est là qu'on répondait bah oui, mais bon, Super Mario et Spider-Man, quoi. Donc est-ce que les gens ce qu'on voit, c'est qu'ils vont pas voir les films originaux. Et ce qu'on a vu quand même, c'est que Élémentaire a réussi à être le seul film d'animation original sur une très longue durée à fonctionner. Ouais. Preuve que les gens peuvent aimer voir des films originaux, mais qu'ils y vont pas comme ça, ils se jettent pas dessus, quoi. Voilà. J'ai aucun doute sur le fait que le Moi Moche et Méchant 4 dans 1 ou 2 semaines marchera, hein, quelle que soit sa qualité, hein, qui sera sûrement pas très élevée, parce que personnellement je trouve pas que cette franchise fasse de très très bons Je films. déteste cette franchise. Voilà, mais bon, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui adorent Moi Moche et Méchant, donc il n'y a pas de souci, c'est un film Preuve qui en est, hein, ça marchera. marche. Oui, voilà, non mais les films marchent, donc on va pas cracher dedans, mais bon, ça fait partie des ça a l'air un peu comme L'Âge de glace pour moi, où je trouve que c'est pas si qualitatif que ça. Ouais, En tout je suis cas, d'accord avec toi. face à ce que Disney ou Pixar peuvent nous proposer, en tout cas. Attention, je sais qu'il y a des Voilà. fans de On Moi Moche et va Méchant s'arrêter qui sur nous ce suivent. sujet-là et laisser. Et Tant pis pour eux. je voulais. Vas-y, reprends la main, Mégane. Merci. Je voulais juste poser une question pour revenir du coup sur le sujet de ce soir qui est Vice Versa 2. Mais est-ce que vous pensez aussi que si le démarrage est aussi fulgurant, c'est parce que Disney a été très malin et a fait une avant-première, du coup je ne parle qu'en France, hein, bien évidemment, le dimanche, qui est un jour idéal pour les familles pour se rendre au cinéma. En plus, vu la météo qu'on a, ça donne envie d'aller au ciné. Est-ce que vous pensez que ça a pu porter aussi le lancement de Vice Versa 2 ? Et c'est toujours bien, mais c'est pas quelque chose de rare en fait. Quasiment tous les films comme ça, ils ont. C'est souvent avec Pathé Gaumont et puis parfois même d'autres réseaux de salles ou même des petits indépendants peut-être. Je confirme. Mais ce que je veux dire, c'est que Avec le CGR aussi. Voilà, les séances du dimanche qui s'appelait parfois la journée des enfants ou pas, ça dépend si ça rentre dans ce cadre-là, juste avant le mercredi de la sortie d'un film, et souvent le même week-end justement de la sortie américaine, c'est-à-dire qu'en fait ça nous permettait, nous Français, de le voir le même week-end, parce qu'il était sorti le vendredi précédent aux États-Unis. Vous pouvez le voir le dimanche plutôt que d'attendre le mercredi suivant. Ça arrive souvent. En tout cas, moi, j'ai eu du mal à trouver une place pour la première séance de la journée au Gaumont Disney Village, et je suis allé à la deuxième séance qui était blindée aussi. Donc ça montre l'appétit des gens quand même pour ce film. Et pour le coup, j'avais été voir déjà le dimanche en avant-première Élémentaire, et on était dans une toute petite salle et pas très nombreux, et il n'y avait qu'une seule séance ou 2 séances si je dis pas de bêtises. Là, pour Élémentaire, Vice Versa 2, il y a eu 4 ou 5 séances, dont les grandes salles qui ont été mises à contribution, avec projection en 3D, salle ICE, parce que j'étais dans un réseau CGR. J'ai été chercher ma place la veille et il restait 5 places au moment où j'ai été la chercher. Et le jour même, pour cette projection-là, tout était plein. Ouais. Il y a aussi aux États-Unis, ils l'ont même sorti en IMAX, alors en France, non. Ouais. Donc il y a aussi des séances comme ça qui permettent d'engranger forcément un peu plus dans le box-office. Il y a aussi quelque chose d'intéressant sur le box-office américain, en général, hein, je parle du continent, mais même aux États-Unis. En tout cas, aux États-Unis, c'est la première fois que la proportion des Caucasiens n'est pas en numéro 1 dans les spectateurs d'un film d'animation Pixar, et probablement d'un film d'animation tout court. Ce sont les Latinos qui se sont emparés du film, et qui sont les plus nombreux. Ils sont les plus nombreux à être allés voir le film, et également, c'est un gros succès dans plusieurs pays d'Amérique latine. C'est le meilleur démarrage de tous les temps en Colombie, par exemple, tout film confondu. Hein. Ouais. Et puis au Mexique, il a aussi particulièrement bien marché. Et a priori, Disney avait déjà repéré l'appétit des latino-américains pour les films d'animation Pixar avec Élémentaire, curieusement. Et donc cette année, ils ont décidé de mettre le paquet. Il y a eu des projections, des événements, etc. à Miami notamment, et également dans les pays latino-américains. Donc je n'ai pas d'explication particulière, il n'y a aucun latino dans le film, donc c'est pas du tout quelque chose qu'il faut voir là-dessus, ou qu'il faut aller chercher par là, mais en tout cas c'est un film qui sont allés voir, quoi. Enfin, voilà, après bien évidemment,
On joue sur des pourcentages, mais c'est juste que là, ça a dépassé les Caucasiens qui sont évidemment plus nombreux aux États-Unis. Donc, c'est qu'en termes de communauté ethnique, en tout cas, il y a eu quand même une poussée assez importante de ce point de vue-là. Et c'était à souligner aussi. Il y a un article je crois, du Hollywood Reporter qui parle de ça, comme ça, de cette percée de Pixar en Amérique latine. Donc voilà, est-ce que ça veut dire qu'ils vont vouloir plus parler à l'Amérique latine à l'avenir? Bon, à voir. Hein. Bon, après, pas sûr, parce que ce film-là, ils n'ont pas eu besoin de leur parler pour qu'il fonctionne Non. chez eux. Donc, ça veut pas forcément dire qu'il va y avoir Coco 2 si les gens se posent la question. Merci beaucoup pour cette réponse hyper complète. En toute honnêteté, je fais partie de ceux qui ont complètement abandonné les cinémas. Je n'y vais absolument jamais. J'ai fait une exception là pour Vice Versa 2. Et donc, j'ai découvert les séances du dimanche. Et c'est pour ça que je vous posais la question. Et donc, vous avez brillamment éclairé ma lanterne. Merci beaucoup, David. Ouais, juste un dernier point que je viens de penser, c'est qu'il marche très bien en Corée du Sud. C'est aussi un point qui était intéressant et dont les articles parlent. Et qu'il n'est toujours pas sorti au Japon. Et que généralement, quand ça marche en Corée du Sud, ça marche au Japon. Donc, le box office, quand on disait qu'il allait certainement dépasser le milliard, etc., voilà, il a encore des cartouches à jouer, ce film-là, avec ces pays-là. Le Japon, souvent, a les films plus tard. Je n'ai jamais trop compris pourquoi, mais souvent plusieurs semaines, voire mois après. C'est vrai. Donc, il y a encore de quoi faire. Et il marche très bien en France aussi. Hein. Il a déjà dépassé les 2 millions d'entrées. Hein. Et puis en plus, là, on arrive en pleine fête du cinéma. Donc, ça va pouvoir porter encore plus le nombre d'entrées. C'est vrai. Il a encore une semaine là avant que Moi Moche et Méchant 4 débarque. Ouais. Ou qui forcément va lui prendre quelques entrées, hein, évidemment, puisqu'il va y avoir des gens qui vont choisir entre l'un ou l'autre. Mais bon, son score là est déjà suffisamment bon, donc les gens qui vont aller voir Moi Moche et Méchant, il y en aura beaucoup qui auront déjà vu Vice Versa 2 en réalité. Et là, pour le coup, si je regarde par rapport aux 2 séances dans lesquelles je suis allée, la première était très très familiale. C'était beaucoup de parents avec des enfants, voire des beaucoup plus petits. En plus, le cinéma avait fait un peu les choses en grand à cette occasion-là. Il y avait toute une séance de maquillage pour que les enfants soient aux couleurs des émotions. Et puis, il y avait un atelier de réflexologie pour les plus grands. Donc, c'était assez intéressant, en fait, à mettre en place. Et pour la deuxième séance, donc j'y suis retournée hier, séance du mercredi, début d'après-midi. J'ai profité qu'il fasse très chaud pour aller me mettre au frais, voilà. Et on a eu droit à la plus belle salle de ce cinéma-là, c'est un ancien théâtre et la salle est magnifique. Et là, toute une bande de collégiens. Et c'était assez rigolo de voir leurs réactions et de les voir découvrir le film au cinéma, sachant que pour le premier, ils étaient trop jeunes pour l'avoir vu au cinéma initialement. Donc plutôt cool. Parce qu'au final, ils avaient à peu près l'âge de Riley, oui, c'est ça, un tout petit peu plus vieux. Là, pour le coup, c'est un film sur eux, quoi. Voilà, complètement. Donc, c'est intéressant. Je vois qu'il y a Olivier qui pose dans la question sur le chat, c'est qu'il y avait déjà 4 Moi Moche et Méchant, mais il y en a même 6 parce qu'il faut compter les 2 films des Mignons. Donc, c'est une franchise qui a beaucoup de films, ouais. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et j'en profite aussi pour faire un coucou particulier à Nirak06. Merci beaucoup d'être là. Et justement, tout à l'heure, j'ai pensé à toi en disant que fallait pas trop attaquer Moi Moche et Méchant parce que je sais combien tu es fan de cette franchise. Donc... après, moi, je suis pas fan, mais écoute, elle fonctionne. En plus, c'est fabriqué en France, alors très bien. Allez voir Moi Moche et Méchant 4 aussi. Hein. Mais si vous avez déjà vu Vice Versa 2, et ça a l'air d'être le cas. Donc, oui. D'ailleurs, si vous avez vu Vice Versa 2, n'hésitez pas à nous faire vos petits retours dans le chat, nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé à la fois les nouvelles émotions, l'ambiance, tout ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas, ça va pouvoir nourrir le débat. Et d'ailleurs, du coup, en parlant de ça, je vous propose que l'on aborde les nouvelles émotions de cet opus. Donc, en réalité, on en a 5, même si on n'en a que 4 qui sont vraiment mises en avant. Anxiété, bien évidemment. Envie, ennui, embarras et nostalgie qui nous fait quelques petites apparitions. Il faut la compter quand même. Même si on lui demande de revenir plus tard, c'est une émotion qui apparaît et qui a son propre rôle, qui le fait bien, qui nous amuse.
D'ailleurs, le fait qu'on la mette au placard et qu'on lui demande de ressortir plus tard nous fait nous poser quelques questions, mais on reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Alors, Ludivine, qu'as-tu pensé de ces nouvelles émotions? À la hauteur ou pas? Oh oui, bah complètement à la hauteur. C'est vrai que ça va entièrement dans l'ère de la puberté arrive, on a des émotions qui sont un peu plus complexes que les émotions primaires qu'on connaissait avec joie, tristesse, peur, dégoût et colère. Donc là, on a Anxiété qui joue un peu le premier rôle, qui est la star de ce film-là. En français, c'est Dorothée Pousseau qui fait la voix, et puis elle est géniale, elle l'incarne complètement. Dorothée Pousseau, pour celles qui ne la connaissent pas, c'est celle qui fait la voix de Vanellope dans Les Mondes de Ralph, de Charlotte dans La Princesse et le Grenouille. Je parle pour Disney. Bon, je vais pas tous les évoquer non plus parce qu'elle a un gros background Eureka, de voix, peut-être. mais Eureka, ouais, L'année dernière, ouais. Dans La Petite l'année Sirène. dernière dans La Petite Sirène, le film live. Et c'est aussi la voix très marquée de Margot Robbie en français. On a Ennui qui est interprété en anglais et en français par Adèle Exarchopoulos, d'ailleurs qui s'appelle aussi Ennui en anglais, parce que l'ennui est très française apparemment. Mais c'est plus une ennui un peu blasée. Et les artistes, c'est rigolo parce que les artistes Pixar, ils trouvaient que c'était assez cocasse de cette façon d'être blasé, de pratiquer le sarcasme, et que c'était un comportement typiquement français. Et dans une interview, elle racontait que contrairement à ses collègues en France, où quand ils vont enregistrer leur doublage, ils vont être face aux images et puis ils vont lire la ligne de dialogue en face d'eux. Quand elle a enregistré aux États-Unis, elle était toute seule avec le réalisateur dans une pièce toute noire. Elle n'avait pas les images en face d'elle et le réalisateur, il n'arrêtait pas de lui dire mais si, mais faut que ton accent français il soit encore plus marqué que ça, donc c'est encore plus exagéré que l'accent qu'elle aurait eu. Et vraiment, c'est hyper chouette. Hein, l'interprétation. Elle intervient pas énormément, mais en fait, chaque intervention c'est le petit truc qui fait que. Et on sait pourquoi ils ont pensé à elle, parce que tu l'as pas mentionné, hein, c'est Adèle Exarchopoulos, c'est l'actrice française. Oui. Donc ce n'est pas juste la doubleuse en VF, c'est la voix originale du personnage. Voilà, c'est ça. Comme tu l'as expliqué, hein, effectivement. Donc elle était là dès le départ. Et c'est elle qui avait fait la voix de Flamme dans Élémentaire. Exactement, et a priori, c'est ça qu'ils ont aimé. Alors c'est assez amusant parce que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de la voix française de Flamme. C'est vrai. Et moi la première, hein, j'ai pas trouvé que son interprétation était formidable. Hein, Bah écoutez, a priori quand Pixar a vu, enfin Pixar je dis en général, mais bon il y a des gens qui travaillent chez Pixar en tout cas ont vu la VF d'Élémentaire, probablement au Festival de Cannes, parce que je vois pas trop pourquoi ils auraient vu la VF d'Élémentaire, ou alors peut-être, bon il y a un service qui s'occupe évidemment des versions françaises, mais les réalisateurs n'ont pas le temps de regarder toutes les versions de toutes les langues. Je pense que ça doit être au Festival de Cannes qu'ils ont dû la rencontrer ouais. et voir le film en VF, non, parce que à Cannes, le film passait en VO, hein, je présume, parce que tous les films passent en VO. Mais voilà, en tout cas, ça a dû se jouer à cette époque-là, l'année dernière, donc c'est une rescapée d'Élémentaire comme ça qu'on retrouve maintenant, non plus en tant que simple doubleuse, mais en tant que voix originale. Ouais. Création de voix, hein, donc pour le personnage. Très, très chouette. Il s'appelle Ennui en français dans le texte, même dans la VO, comme tu voilà, dis. exactement. Et ensuite, dans les autres émotions, on a Envie, qui est toute mignonne, avec ses grands yeux, là, qui fait vraiment l'envie. Tout écarquillé. Ouais, exactement, tout écarquillé. Limite, on lui mettrait des cœurs dans les yeux. Là ça irait parfaitement aussi. Sa voix française, c'est Casey Chase. Et Casey Chase, on la connaît notamment parce qu'elle a fait la voix de Isabella dans Encanto. C'est la voix parlée et chantée dans Encanto. Okay. Et enfin, on a Embarras, qu'on voit à l'écran et qui personnifie notre invité manquant de ce soir, qui lui parle très très peu. Lui, c'est tout dans l'attitude, c'est le gros nounours, mais alors vraiment vraiment la personnification de l'embarras, qui se cache dès qu'il fait quelque chose, qui a les mains qui suent en permanence. Lui, c'est Maxime O'Haraud qui fait sa voix, et lui, il est principalement connu pour avoir doublé des jeux vidéo ou des animés. Mais j'ai pas de film à proprement parler
à évoquer. Est-ce que tu veux, David, Bah, si on... donner un peu ton ressenti sur les différentes émotions et voix Surtout s'il y en a une que vous avez particulièrement aimée ou au contraire que vous n'auriez pas spécialement mis. C'est intéressant de confronter ce genre de point de vue. Alors, pas spécialement mise, je pense qu'il y en a beaucoup, mais c'est délicat de dire ça une fois que Ouais. le film est sorti, parce qu'en fait, forcément, à l'époque, quand on me posait la question, en fait, c'est vrai que les 5 émotions du premier film, on a l'impression que ce sont les émotions primaires, et donc on se dit tout fonctionne avec ça. Ouais. Parce que, en réalité, si vous prenez les émotions là, on peut se dire, bah, en fait, l'anxiété, c'est un petit peu la peur, de toute façon, ou je sais pas, Bah, c'est un mélange entre. elle le dit exactement à un moment donné. Je suis en train de rechercher la phrase. Ouais, mais Elle se définit comme en se comparant à peur, en disant que peur va protéger Riley de tous les dangers qu'elle voit venir, alors que anxiété va la protéger de tous les dangers qu'elle anticipe en imaginant les scénarios possibles. Oui, mais c'est juste en fait avec ce type d'émotion-là, quand même comme embarras, tu vois même qui est en fait ça devient un peu plus précis que les émotions plus généralistes, on va dire, du premier film. Ce qui fait qu'on peut se dire, mais dans ce cas-là, des émotions, il peut y en avoir 40 000 en fait. Là où Ah oui, où dans le premier film, on se disait, bon voilà, il y a 5 émotions, et un peu comme les couleurs primaires, on peut les mélanger. Parce que Ouais. quand elles travaillent ensemble, ça crée tout ce qui peut exister. C'est ce qu'on apprend Parce avec le premier film. Et Voilà. là, il y a encore plus de complexité. Et là, il y a plein d'émotions qui arrivent, etc. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des émotions pour tout? Alors, par exemple, l'amour, est-ce que c'est une émotion? Alors, elle devrait déjà être là, j'imagine, puisqu'on aime ses parents, on aime ses amis, etc. Ou alors, est-ce que l'amour, on considère que c'est pas une émotion et que c'est simplement quand les différentes émotions qu'on a déjà qui jouent avec les différentes choses, donc je sais pas, un peu de joie, un peu d'envie, un peu de tout ça, et ça fait l'amour, je sais pas. Mais en tout cas, on a des émotions comme ça qui voilà. On peut aussi se dire que tout le monde n'a pas les mêmes émotions, puisque c'est aussi ce qu'on, par exemple là, Donc elles sont présentes à des degrés différents. Oui, voilà, c'est ça, puisque dans l'occurrence, on voit que ça évolue en fonction de l'âge, hein, puisque on sait que les parents de Riley n'ont pas tellement les 4 émotions nouvelles qu'on a découvert dans ce film-là, puisque quand on voyait à l'intérieur de leur tête dans le premier film, et même encore cette fois-ci dans le deuxième, il n'y a pas les autres, à part Anxiety qui débarque à un moment donné, je crois que c'est chez la mère, vers la fin du film. Mais donc ça veut dire qu'il y en a peut-être Oui, encore plein et d'autres. d'ailleurs, les autres émotions, là. Oui, voilà, mais peut-être que les tueurs en série ont des émotions encore différentes que les autres n'ont pas. J'en sais. Ouais, ce que je veux dire, parce qu'en fonction des. Peut-être que tout le monde a l'émotion, je sais pas, envie de meurtre qui est cachée sous clé dans un placard, et qu'il y en a certains chez qui elle arrive à s'échapper et d'autres non. Enfin, je sais pas. C'est un peu comme aussi des secrets enfouis, il y a une sorte de truc comme ça. Mais en émotion, je sais pas, il peut y avoir des choses comme la violence ou des choses comme ça. Est-ce que tout ça existe enfin, tout ça existe, hein, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que dans cet univers imaginaire que Pixar crée, on a soudainement une palette d'une centaine d'émotions, par exemple, qui pourraient coexister et qui vont et viennent? C'est ce que j'ai l'impression qu'on nous redit dans le deuxième film. Ou est-ce que ces émotions-là en particulier, en fait, vont découler des 5 plus 4 qu'on vient de découvrir et qu'elles sont pas forcément. Je sais pas, parce que par exemple, nostalgie, c'est un peu la tristesse, mélange. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On peut à chaque fois. D'ailleurs, on n'a pas parlé de nostalgie qui intervient à différents moments et qui a la forme d'une petite mamie qui est vraiment trop mignonne. Et oui, c'est clair. Après, il y a aussi une chose qui me dérangeait un peu dans le premier film, et c'est aussi un peu dans celui-là, c'est qu'en fait, c'est un peu compliqué, je trouve. De faire d'émotions des personnages, parce que la raison d'être d'un personnage qui est intéressant, c'est qu'il va vivre lui-même plusieurs émotions, et d'ailleurs c'est le cas, c'est que joie parfois est triste, ce qui est un peu un non-sens pour moi. Et alors que les nouvelles qui sont ajoutées, en fait elles sont plus spécifiques, et du coup je trouve qu'elles respectent un peu plus le cadre dans lequel elles sont censées être, c'est-à-dire que envie est toujours dans l'envie, ennui est toujours dans l'ennui, anxiété est toujours anxieuse, et embarras est toujours embarrassé, en fait. Ce qui fait que là, pour le coup, ça marche un peu plus. Mais je pense que c'est justement parce qu'elles sont elles sont plus spécifiques, en fait. Alors que les émotions primaires, c'est difficile d'avoir un personnage qui est tout le temps content. Parce que ça veut dire qu'il lui arrive jamais rien et qu'il n'y a jamais de remise en question, etc. Alors que forcément, Joie dans les deux films a des remises en question, a des moments où elle est triste, a des moments où elle a peur, etc. Et donc en fait, bon voilà, c'est un peu. Après, c'est particulièrement joie et tristesse. Comme on voit tristesse sourire, comme. Exactement. Mais c'est quand même particulièrement ces deux-là, quand même. Maintenant que j'y pense, colère, il ne faut pas grand-chose d'autre que se mettre en colère.
Mais il a peur parfois quand les nouvelles émotions arrivent. Ouais, il a peur et Il puis. est anxieux aussi. Ils sont tous anxieux dès le premier Oui, film. non mais bah oui, non mais même depuis Donc, le premier film. Il y a une question de chat, de Laurent dans le chat qui disait mais dégoût c'est pas plus un sens qu'une émotion. J'imagine qu'ils C'est ont quoi la réfléchi. définition d'une émotion Ouais, voilà, ils ont. De toute façon, on est sur un univers imaginaire évidemment, mais on sait qu'à l'époque du premier film, Pixar avait travaillé avec des psychologues, etc., pour essayer de définir quelles Ouais. émotions utiliser, parce qu'il y en a eu toute une tripotée avant d'arriver sur ces 5-là. C'est pas comme Et- si les 5 émotions, comme les couleurs primaires, sont une idée arrêtée, scientifiquement prouvée, qui fait que c'est forcément complètement, ça. oui. Donc, Ils ça peut avaient être, d'ailleurs discuté avec des psychologues, avec des Ouais. pour justement définir quels étaient le type d'émotions qui étaient propres à un enfant de l'âge de Riley et quel type d'émotion allait se développer au moment de l'adolescence. Je crois qu'ils avaient pensé à cette partie-là pour quand ils faisaient le premier film. Moi, j'ai vraiment l'impression que les 5 émotions Non, du premier film, c'était censé être que celle-là, en fait. Genre les émotions primaires, comme les couleurs Oui, primaires. oui, ça je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est parce qu'ils sont retournés voir. Oui, ils se sont retournés, ils ont dit bon, oui. bah maintenant il faut qu'on fasse une suite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut d'autres émotions, C'est ça. idéalement. Et Enfin, en tout c'est cas, assez d'autres ingénieux personnages. de partir sur la puberté. Hein, que ça fait vraiment un. Avec le gros warning qui sonne. Oui, c'est que là-bas, c'était déjà un tout petit peu abordé sur ce moment-là, mais quand il y avait le premier rendez-vous, le court-métrage entre les deux Oui. films. Oui. Où là, par exemple, il n'y a pas d'émotion amour, par exemple. Toujours Exactement, pas. c'est ce que j'allais te dire. C'est Ouais. toujours les mêmes 5. C'est pour ça que j'ai quand même Oui. l'impression qu'ils avaient envie de rester sur les 5, parce que sinon, maintenant que dans Vice Versa 2, ils sont partis là-dessus, peut-être que si Premier Amour était sorti. Pourquoi je dis Premier Amour? C'est Premier Rendez-vous. Il était sorti maintenant, peut-être qu'il y aurait eu une émotion inédite dans ce court-métrage qui Ouais, aurait représenté comme ça. Je sais pas, tu te retrouves face à un garçon en premier, peut-être que Embarras aurait pu être là bien plus tôt, par exemple. Oui, par exemple. Donc c'est étonnant qu'Embarras n'ait pas déjà été là, puisqu'on sait par contre que ce court-métrage se passe bien entre les deux. Donc voilà, on sent que tout n'a pas été préparé dans la franchise à chaque fois, mais bon. Et puis on voyait même déjà ces cinq émotions aussi présentes chez les parents, donc on peut se dire, elles étaient où en fait les autres? Oui, alors c'est un peu justifié quand même. On se rend, comme tu disais, le moment où il y a Anxiety qui apparaît chez la mère et qu'on lui demande d'aller se cacher. Donc on se dit, ah ok, en fait toutes ces émotions sont toujours là. C'est juste qu'elles viennent dans la salle de contrôle. Elles sont peut-être enfermées dans la pièce avec nostalgie et puis elles sortent. Sauf qu'à la puberté, tu les contrôles pas beaucoup moins et donc elles sont avec les primaires. Oui, voilà, donc on suppose que l'anxiété, les parents peuvent l'avoir. C'est juste qu'on ne voit pas dans leur tête au moment. Une salle d'attente. Oui, voilà, et puis tout simplement parce qu'on n'est pas dans leur tête tout le temps aussi. On est dans leur tête juste pour quelques gags. Et on a quand même anxiété une fois. Et évidemment, peut-être que quand ils ont déménagé à San Francisco dans le premier film, peut-être que les parents aussi étaient anxieux et qu'il se passait des choses avec leurs anxiétés propres dans leur tête, mais on n'abordait pas ce sujet-là, on n'y était pas. Donc voilà, et les moments où on va chez eux, c'est le moment où tout est un peu plus calme. Voilà. Mais avec bon, uniquement les émotions primaires. Mais bon, typiquement, quand Riley dans le 2 fait sa crise en sortant de son lit en disant qu'elle pue et qu'elle pourra plus jamais sortir de chez elle, alors on rentre dans la tête de la mère à ce moment-là, où on a les émotions qui disent ça va être sympa les 5 prochaines années. 10 prochaines années. Là, il y aurait pu y avoir soudainement anxiété ou autre qui débarque, par exemple aussi. Mais bon, il faut faire des choix aussi dans ce qu'on raconte parce qu'on embrouille tout le monde. Et puis en plus, à ce moment-là, il me semble que l'anxiété de Riley n'est pas encore apparue. Elle n'est pas encore là, non. Donc voilà, c'est juste parce qu'on a envie de raconter à ce moment précis de l'histoire qu'ils prennent des libertés. Non, parce que c'est au moment où il commence à appuyer sur la console qui a été complètement changée par les ouvriers et les autres, comme ils disent, ils sont pas. C'est quoi les ouvriers d'ailleurs? Je sais pas, c'est peut-être dit, mais c'est quoi? C'est des hormones, J'ai pas souvenir de comment est-ce qu'ils sont présentés. Ils sont pas nommés de mémoire. Je vais. Si, il y en a qui sont nommés parce que tu as des personnages qu'on retrouve comme Bobby et Paula. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas caractérisés. Oui, voilà, ils ont des prénoms, quoi, mais ils s'appellent pas comme. Je vais regarder comment ils sont présentés sur Chronique. Après, évidemment, il y a des petits êtres. Au niveau des choix des émotions, il aurait pu y avoir plein d'autres choses. Et puis, en fait, ce sont des choix après pour le bien du film. Par exemple, le sarcasme est représenté par une vallée avec une scène très drôle. Ça. Ouais. Mais le sarcasme aurait pu être une émotion. J'en sais rien. C'est vrai. Non, mais complètement. Donc,
Mais c'est hyper ingénieux aussi de montrer que n'importe quelle émotion peut devenir sarcastique aussi. Donc, et que ça soit pas juste une émotion, le sarcasme. Peut-être. En tout cas, là, elles le sont, mais malgré elles. Mais Ouais. elles le Ah non, découvrent à ce ça moment-là. c'était génial, la vallée du sarcasme. Après, la vallée du sarcasme, c'est celle de Riley, pas nécessairement des émotions, parce qu'en fait, c'est un peu particulier. Comme je disais, les Ouais. émotions ont leurs propres émotions, en fait, puisqu'elles sont pas toujours Oui. unies émotionnelles. Ce qui fait que du sarcasme, je suis sûr que si on regarde le premier film, il doit bien y avoir des moments où il y a colère, peur ou autre, qui doit être sarcastique sur un truc. Ah oui. Non, ah bah, enfin, Oui, je oui. sais pas. Donc, je sais pas. Ça voudrait dire que que ces émotions-là, on pourrait rentrer aussi dans leur tête et voir d'autres émotions qui leur appartiennent, mais c'est aller peut-être un petit peu trop loin. C'est Mais Inception. bon, n'empêche que forcément, moi, ça m'a fait, j'y ai pensé à un moment donné. Je me suis dit, bah, en fait, ces émotions-là, elles sont pas, voilà, mono-émotionnelles, quoi. Elles en ont plusieurs aussi. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question sur le choix des émotions. Et si vous deviez, en fait, je vous pose la question puisque je l'ai posée dans le chat, mais si vous deviez définir une émotion que vous aimez particulièrement, ce serait laquelle et pourquoi? S'il y en a une qui se démarque pour vous, peut-être parce qu'elle vous a touché un peu plus? Ah, des émotions du film? Oui, oui, des émotions du film. Alors, je sais pas, Ou parce que c'est peut-être que vous auriez envie d'en inventer une? Non, je sais pas. Après, ce sont des questions différentes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, c'est-à-dire qu'en fait, les émotions, telles qu'on les voit, je les considère aussi comme des personnages d'un film, hein, donc Ouais. je peux avoir mon préféré parce que c'est tout simplement l'émotion qui va faire les choses les plus intéressantes dans Oui. ce film-là. Je pense que l'émotion la plus intéressante dans ces films, c'est joie de toute manière. Et puis dans le Ouais. deuxième, éventuellement, on peut choisir anxiété, et dans le premier, on peut choisir tristesse aussi, ce qui met de côté toutes les autres. Ça veut pas dire que ce ne sont pas nos émotions qu'on préférerait voir, mais en tout cas, c'est celles que les films ont choisi de mettre en avant. Donc, à ce niveau-là, je pense que oui, les émotions les mieux caractérisées, les plus intéressantes, etc., ce sont celles que j'ai citées, joie, tristesse, puis anxiété aussi dans celui-là. Et toujours joie, hein, d'ailleurs. Hein. De toute façon, joie est le personnage principal du film, hein, en quelque sorte. Oui. Et après, dans les préférences perso, peut-être que Ludivine, toi, tu as ton idée. T'aimes bien la nostalgie, mais je sais pas si tu es nostalgique. T'aimes bien Oui, nostalgie? je suis quelqu'un de très nostalgique d'une manière générale. Je vais pas dire que je l'ai adoré parce que c'est une émotion qui est difficile pour moi, anxiété. J'ai vu le film 2 fois et en fait, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas réussi à l'apprécier autant que j'aurais dû. C'est pour ça que j'y suis retournée. Le film m'a filé des angoisses et anxiété en particulier. La notion estime de soi et anxiété, là, ça m'a pris à la figure là d'un coup. C'était assez difficile à appréhender. Donc anxiété particulièrement réussie, mais tous. Je peux pas dire que je préfère un personnage plus qu'un autre. Comme tu disais, David, tu as des personnages qui sont plus intéressants à suivre et qui sont vraiment les stars du film. Donc effectivement, et puis il y en a d'autres qui vont être plus pour apporter un peu plus de concepts, un peu plus d'informations. Mais il y en a pas un que j'ai préféré par rapport à un, mais c'est vrai que anxiété m'a filé des angoisses. Moi, je pense qu'un personnage que je trouve drôle, mais bon, c'est pas mon personnage préféré parce qu'elle fait pas grand-chose, c'est Dégoût, par exemple. Ah ouais, mais Dégoût est voilà, génial. déjà dans le premier film, mais passe aussi une petite peste qui a toujours des réactions amusantes, voilà. Mais donc oui, j'aime bien le personnage. Maintenant, le dégoût n'est pas mon émotion préférée en soi, hein. Donc, mais en vrai, voilà. je les aime tous. Hein, après, oui, j'ai eu un petit coup de cœur pour Nostalgie dans le deuxième parce que c'est une émotion que j'ai très souvent et ça m'a fait marrer cette représentation de Nostalgie comme une petite mamie. Et j'ai trouvé que c'était hyper ingénieux et bien trouvé. Et limite, j'aurais apprécié la revoir. Peur est peut-être l'émotion des scènes principales qui est la moins la moins charismatique, le moins charismatique. Ah. Le personnage de Peur. J'ai l'impression que tu fais pas quand même pas. Oui, mais Pierre Ninet, il le double admirablement bien. Enfin, oui, très bien. Mais bon, en tout cas, moi, des 5, c'est celle qui me marque le moins. Parce que tu vois, joie, tristesse, pas de souci. Colère, dégoût, on rigole bien aussi sur certaines peurs, me parle un peu moins. Et dans les nouvelles, je pense que c'est Envie, même si je crois que tu l'aimes bien, enfin que vous l'aimez bien. Bon, je trouve qu'elle fait quand même pas grand chose et qu'elle est. Elle est beaucoup en binôme avec Anxiété, Envie. Ouais, et puis je trouve qu'en plus, même, j'ai eu un peu de mal à comprendre ce qu'elle était.
et D'accord. ce qu'elle faisait quand même un petit peu. Euh, euh, Évidemment, il y a une scène où elle est un peu plus importante que les autres. C'est par exemple quand elle va voir la mèche en disant ah je veux la Ouais. même, etc. Enfin voilà. Oui. Mais bon, à part ça, c'est vrai que je me souviens pas de grand chose de ce qu'elle fait. Envie pourrait très bien se développer en jalousie à un moment Oui, donné. voilà. Est-ce C'est que C'est exactement ce que je voulais vous dire. ouais, est-ce que c'est la C'est même que chose? pour Est-ce moi, que c'est une évolution? Est-ce que c'est comme des c'est un Pokémon prémisse. qui évoluent? Peut-être. Et pour donner mon avis, même si je restais à ma place d'animatrice, mais Envie fait partie pour moi des vas-y. meilleures surprises de ce second volet et j'ai adoré ce personnage. J'ai trouvé qu'en fait, elle était toujours très juste. Il y avait pas beaucoup d'interventions, mais quand elle était là, ça venait relâcher l'anxiété qu'on venait de ressentir du coup avec anxiété et un peu justement cette montée d'angoisse et en fait elle faisait un peu retomber ses émotions. En tout cas, c'est ce que personnellement j'ai ressenti et c'est aussi une émotion qu'on a tous en nous à certains degrés, mais on est tous un petit peu envieux quelque part et je trouve justement qu'en fait sa présence était tout à fait pertinente parce que justement ils ne l'ont pas emmené en jalousie parce que je pense que ça aurait été trop fort et décorrélé par rapport à l'âge de Riley, mais c'était important justement de commencer à emmener ça puisque au final l'envie va pousser Riley au final à faire elle aussi cette mèche pour se sentir intégrée, etc. Donc j'ai trouvé Après, il y que a, c'est très juste. en t'entendant parler, je me dis qu'il y a quand même deux définitions de l'envie, comme il y a aussi pour d'autres émotions dont on a parlé tout à l'heure, comme l'ennui, justement. C'est qu'en fait, il y a l'envie dont tu parles qui se transforme en jalousie, c'est-à-dire j'aimerais avoir moi aussi quelque chose que quelqu'un d'autre a, mais il y a peut-être aussi l'envie, l'attraction, en fait, puisque justement, il y a un débat sur Internet, est-ce qu'elle est amoureuse, par exemple, en quelque sorte, j'ai oublié comment elle s'appelait, Victoria, Valentina. Valentina, pardon, de Valentina ou pas. Est-ce que ce sont les prémices aussi comme ça est-ce que l'envie, c'est aussi ça, envie d'être avec quelqu'un, tout simplement, Mais envie d'avoir quelqu'un ou quelque chose, mais sans parler de jalousie. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple vous voyez si vous voyez dans un rayon un objet qui vous plaît, vous n'êtes pas jalouse. Vous avez envie de l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire, oui, ça mène c'est pas forcément envie, à ça. être envieux de quelque chose. Voilà, ou c'est de souhaiter quelqu'un. avoir quelque chose, donc quelque chose ou quelqu'un, Ouais. alors ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être aussi à vouloir être ami avec quelqu'un, vouloir être proche de quelqu'un, vouloir revoir quelqu'un, revoir ses parents, etc. Enfin, j'en sais rien, voilà. Mais est-ce que c'est aussi ce sens-là qu'a ce Et personnage-là? Non, moi je pense pas. est-ce que ce n'est pas Vas-y. est-ce que c'est pas pour ça qu'ils l'ont réalisé de très petite taille? Parce que justement, peut-être que c'est un sentiment nouveau qui pourrait peut-être se développer et peut-être que du coup, le fait de le réduire, c'est un sentiment qu'on a en nous, qu'on essaye de taire un peu, je sais pas. Moi, je me suis dit que c'était pour lui créer un complexe d'infériorité constant. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait un petit personnage face à tous les grands, et donc elle a toujours envie d'avoir ce que les grands ils veulent, parce que c'est la petite qui a l'impression, en tout cas, d'avoir moins, ou d'être moins. Je pense que ça a dû partir là-dessus. Comme quand on a un petit frère ou une petite sœur qui voudrait faire tout comme son aîné. Oui, c'est ça, elle veut tout comme les grands, en quelque sorte. Mais sinon, au-delà de l'envie... Après, c'est pas déconnant non plus ce que tu dis, Mégane. Peut-être que envie va grandir, même si on voit pas forcément les émotions grandir. Non, mais c'est peut-être que c'est... Ouais, si on est... Au-delà du fait de grandir, c'est peut-être volontaire de l'avoir fait petite parce que c'est un sentiment qu'on a tous en nous et qu'on n'a pas spécialement envie de montrer, qu'on essaye de taire en quelque sorte. De toute façon, c'est forcément volontaire, quoi qu'il en soit, qu'elle soit petite. Hein. Ils sont passés sûrement par des croquis les uns après les autres. Il y a un livre d'art qui explique ça, je l'ai, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire. Mais bon, voilà, pour les personnes qui vraiment ont adoré le film, on peut sûrement voir le cheminement qui les a menés vers ça. Et donc sur la question de est-ce que quand Riley perd ses moyens, etc., devant Valentina, est-ce qu'on y voit là potentiellement soit une métaphore, soit un clin d'œil, soit quelque chose qui représente le fait que peut-être qu'elle est un petit peu amoureuse d'elle quand même. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? C'est quelque chose que plein de gens voient et ça ressort progressivement aussi. Moi, je l'ai vu. Alors, on a eu ce débat-là et on n'est absolument pas d'accord. Effectivement.
Moi, j'y ai forcément pensé. Évidemment, ce n'est pas ce que dit le film officiellement. Officiellement, c'est parce qu'elle a envie de se rapprocher d'une personne populaire qui joue très bien au hockey, qu'elle a envie d'être comme elle, etc., etc. Mais la façon dont elle perd ses moyens, etc., qu'elle fait tout tomber, qu'elle rougit, qu'elle essaie d'être cool en ne sachant pas quoi faire de sa gestuelle, etc., je trouve quand même qu'il y a quand même ce côté de timidité très forcée comme ça qu'on peut avoir aussi quand on est face à quelqu'un qui nous plaît. Sachant que bon, on sait de toute façon qu'elle a aussi eu des crushs de garçons, hein, puisqu'elle a Il y a le l'espèce Mont Crush de. mort. Il y a le Mont Crush mort avec plein de têtes de garçons. Il y a aussi le personnage de jeu vidéo là Qui qui est se trouve caché. d'ailleurs sur le Mont Crush mort. Voilà, qui est aussi sur le Mont Crush mort, mais qui est Lens. aussi voilà, qui est caché, etc. Donc voilà, et puis c'est aussi un sujet qui a été traité par exemple dans Alerte Rouge, hein, avec Mai Mai, elles sont toutes fans des boys bands, oh, machin, il est trop beau, et puis truc qui fait de la poésie, machin, enfin bref, on voit que c'est aussi l'âge des crushs comme ça qu'on peut avoir, sachant qu'elle a 13 ans hein, dans le film. Est-ce qu'il y a un crush naissant là-dedans comme je disais, ce n'est pas dit. J'ai quand même du mal à pas l'avoir vu et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le voir. Et d'ailleurs, c'est le cas, il y a beaucoup de gens qui le voient, qui l'interprètent comme ça. En tout cas, c'est pas plus déconnant que ceux qui voient un coming out dans Libéré, délivré ou des choses comme ça. Voilà. En tout cas, je sais pas. Moi, je me dis, est-ce que vraiment, je sais pas, par exemple, un petit garçon qui rencontre Mbappé alors qu'il est dans le foot, est-ce que vraiment il va commencer à rougir, faire tout tomber par terre, faire ouais, je suis trop cool, ou est-ce qu'il va pas plutôt être plus renfermé? Je sais pas. Enfin, moi, j'ai l'impression que les réactions qu'on voit, c'est plus, il y a plus ce côté de gêne amoureuse aussi. Alors non, moi je suis absolument pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est clairement, c'est la joueuse qu'elle admire. Elle espère avoir le même parcours qu'elle parce que, elle a intégré l'équipe avant même d'être au lycée. C'est la capitaine, c'est une des plus jeunes joueuses à être à ce niveau-là. En plus, elle apprend qu'elle va être au lycée avec ces filles-là et que ses 2 meilleures amies, elles vont dans un autre lycée. Donc elle a envie de s'intégrer, elle se retrouve face à quelqu'un qu'elle admire profondément, de par son parcours et c'est les filles cool. Elle a envie d'appartenir à ce groupe-là et être amie avec Valentina, c'est un peu, la porte d'entrée à ça. Pour moi, c'est de l'admiration pure et c'est l'envie profonde de faire partie d'un groupe de personnes cool et pas du tout une admiration de type crush. C'est, en fait, je trouve ça un peu malsain c'est peut-être moi qui suis un peu vieille école et vieux jeu, enfin j'en sais rien, mais j'ai l'impression de pas avoir eu le même 13 ans que toi, ou que les intentions que vous prêtez à Riley. De Maylin dans Alerte Rouge. Ou que oui, mais c'est différent quand t'as un petit crush pour un boys band ou pour un personnage de jeu vidéo, alors que là, pour moi, c'est vraiment de l'admiration pure. En plus, c'était des personnes connues, donc on a tous eu un petit crush à l'adolescence pour un boys band ou toi encore, hein, t'as un crush pour un duo pour les deux frères là. Oui. Non, mais bon, enfin, c'est plus musical là pour le coup. Mais je suis vraiment pas d'accord avec ça et limite, je comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'on en vient à prêter des intentions à une enfant de 13 ans. C'est peut-être aussi parce que moi je la vois comme une enfant. Certes, c'est le tout début de la puberté et j'ai pas envie de me dire à cet âge-là, elle a déjà une attirance physique pour quel que soit le sexe de la personne. C'est même pas une histoire de Valentina est une fille. Non, pour moi, c'est vraiment de l'admiration sur être amie avec, faire partie de ce groupe et ça va pas plus loin que ça. Bon après, par contre, le fait d'avoir ce type de pensée à 13 ans, c'est quand même très, très courant. Hein, je veux dire, enfin, en tout cas, moi à 13 ans, j'étais amoureux de tous les garçons de mon école, ou pas. Moi non. 13 ans, on est en 4e, par là, quoi. Enfin voilà, donc généralement, à partir de 11-12 ans, on commence à avoir des petits couples, mais ça reste mignon, hein, attention, hein, je parle de rien de sexuel, bien sûr. Mais voilà, on commence à s'intéresser, en tout cas, aux garçons ou aux filles en fonction de ceux pour qui on est attiré, mais ça me paraîtrait pas déconnant que ce soit abordé. Il y a plein de petits couples qui se forment au collège, etc. Et donc ce serait aussi le bon âge. Il y a quelqu'un qui mentionne Hermione Granger, justement. Même dans Harry Potter, il y a des couples qui se forment, et ils ont à peu près cet âge-là, hein, dans la coupe de feu, etc. Enfin voilà, c'est des choses qui sont déjà abordées au cinéma de toute façon. Donc ça aurait pu. Donc voilà, c'est un peu plus âgé. Dans la coupe de feu? Ils ont quel âge, la coupe de feu? Donc 15 ans.
Ça, c'est l'âge des acteurs, mais l'âge des Non, personnages. ils ont 15 ans. Ils rentrent à Poudlard à 11 ans. La coupe de feu, c'est le 4e. Donc, 14. 14. Bah non, c'est le 4e. Donc, tu rajoutes 5 ans. Tu rajoutes 4 ans. Bah non, s'il a 11 ans dans le premier, il a 12 ans dans le deuxième, 3 ans dans le 13 ans dans le troisième et 14 ans dans le quatrième. Oui, donc, oui, pardon. 14. Pardon. Bon, ça se joue à un an près, Bref. si je veux dire que, bon, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, 14, mais bon, je suis sûr qu'on peut trouver plein de films qui racontent l'adolescence, etc., avec des personnages de 13 ans qui aussi ont des crushs, etc., enfin voilà, sans que ça soit des choses malsaines ou quoi. Donc voilà, bon, en tout cas, la question, en tout cas, a été... et j'ai du mal à me dire que quand ils ont animé cette séquence, on est comme sur un film d'animation, on prend le temps, etc., c'est animé image par image, il faut choisir chaque mouvement, justement, pour se dire est-ce que les gens vont pas surinterpréter ou sous-interpréter, ou on sait pas, enfin bref, forcément, la question a dû arriver sur le tapis. Il y a forcément quelqu'un qui, quand ils font les reviews de ça, ça ressemble vachement à quand même quelqu'un qui est un peu amoureuse là quand même. Donc, est-ce qu'on est OK avec ça ou pas? Ou est-ce que, Moi, justement, laissons moi, le j'étais double... hyper premier degré sur cette scène-là. Enfin, OK. avant que t'en parles, j'avais vraiment absolument pas pensé à ça. Bon, je n'ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit que quand même, il y en a quelques-unes qui m'ont dit si, j'y ai pensé, mais bon, voilà. Après, je me suis dit, c'est pas ça dans le film, mais ça y fait penser. Ça y fait penser. Faut croire. Pour le coup, j'ai eu une lecture complètement différente pour compléter les vôtres. C'est que, comment dire, je me suis remise aussi dans la tête de la jeune fille que j'étais aussi à 13 ans. Et en fait, j'ai juste vu Riley qui parlait à la fille la plus populaire de l'école, trop ravie de se faire remarquer. Et du coup, c'est un peu le bégaiement de oh, je suis impressionnée, il y a la reine qui me parle, quoi. Et du coup, si j'intègre son cercle, ça veut dire que je vais monter dans les strates sociales de l'école. Et pour moi, ça s'est arrêté là. Et ça, c'est le point de vue de Ludivine. Alors, pour moi, c'est pas un troisième point de vue. Vous êtes d'accord tout Oui, ce truc-là, c'est ça. je pense. J'avais pas compris cette notion de popularité, excuse-moi. Il y a un autre sujet, puisqu'on a parlé forcément de ce point-là. Parmi les amis de Riley, il y a aussi la question du fait là, ça ressort, j'en parle quand même vite parce que ça ressort en France notamment, le fait qu'il y en a une qui porte le voile, et c'est en train de faire des sujets sur CNews et compagnie, etc. C'est parmi les hockeyeuses. Exactement. L'équipe de Valentina, il y en a une qui est voilée, ouais. Voilà. C'est pas parmi les amis de Riley. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un film américain, déjà, c'est pas un film français. Et en fait, aux États-Unis, la question du port du voile est quand même beaucoup moins dans les conversations, parce qu'on a un rapport à la laïcité qui est différent en France. Hein. Donc, il y a ça. Aux États-Unis, il n'y a pas de question là-dessus. Mais aux États-Unis, on peut aussi porter des drapeaux nazis, on a le droit, par exemple. Hein. Je sais que c'est complètement différent, mais pour vous dire qu'aux États-Unis, il y a moins comme ça de tentatives de protéger certaines idées ou pas, etc. On a le droit à la liberté d'expression totale. Donc en France, je suis pas là pour donner mon avis sur la question du voile, mais juste d'expliquer que c'est pour ça aussi que ça peut créer cette question-là et qu'on est un des rares pays à se l'être posé. Pourquoi il y a le voile? Ça fait la promotion de quelque chose, etc. Est-ce qu'on a envie de voir ça dans les films pour enfants, etc. Et j'ai l'impression que là, ces derniers jours, on parle plus de ça dans les médias à propos du film que du film en lui-même. Donc, voilà pourquoi il y est. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois, il me semble, qu'on voit un personnage voilé dans un film Pixar. Il me semble qu'il y en avait dans Alerte Rouge aussi, à revérifier, mais je crois bien qu'il y avait des petites filles. C'est pas une question de promotion pour dire, c'est une question de la réalité des gens qui existent en fait actuellement, et que donc si vous allez dans une école américaine en 2024, il y aura des filles de 13-14 ans qui seront voilées, ça existe. Donc on les représente pour que ces jeunes filles qui regardent le film aussi, ça leur fasse plaisir de se dire je suis là aussi, je ne suis pas quelqu'un de totalement différent des autres, puisque il y a même des personnages d'animation qui sont là. Donc c'est une question d'inclusion et de représenter tout le monde. Et, voilà. et pour le coup, avant qu'on en parle de cette histoire-là et que ça sorte dans les médias en France, j'avais même pas fait gaffe en regardant le film la première fois qu'il y avait un personnage qui était voilé. Tellement c'était naturel, normal. Ouais, moi aussi je crois que je m'étais fait je m'étais dit tiens voilà. Je me suis même pas arrêté en fait dessus. Voilà, mais et je me suis moi je m'étais dit ok, puis après je me suis dit ça m'étonnerait pas quand même qu'il y ait les anti-woke qui s'emparent du sujet là pour pouvoir démonter le film d'une manière ou d'une autre, mais le fait est que le film est un énorme succès apprécié par tous et donc du coup leur voix ne porte pas en fait. Et moi je pense que c'est tout simplement ça. Si le film avait été mauvais pour une autre raison, hein, ouais.
Eh bien, je peux vous dire qu'on a, bah oui, go woke, go broke, ça s'est passé, le film il est woke, donc vous avez vu Disney, vous n'arrivez pas à faire des films sans idéologie, et cetera, et donc vous avez la rançon de votre pièce. Voilà, puisqu'on sait exactement ce qui s'est passé pour Buzz l'éclair. Le film était pas très bon, pour une raison totalement décorrélée du fait qu'il y avait un couple de lesbiennes dedans, mais on a bien vu que cet argument-là a été utilisé à plusieurs reprises pour dire, bah vous voyez, c'est pour ça que le film ne marche pas. Et là, maintenant, on vient nous dire, ah bah Vice Versa 2 fonctionne, bah vous voyez quand vous voulez. C'est parce que là, vous avez fait un film qui n'est pas woke. Mais des woke, il y en a dans tous les films, donc celui-là. Si on part sur ce sujet-là, il y en a toujours eu. Hein. Je peux vous trouver des trucs woke dans Blanche-Neige et les 7 Nains si je cherche bien, je pense. Hein, donc, c'est un faux problème. On parle de films on parle d'ouverture et d'ouverture d'esprit et de progrès, etc. et d'inclusion. Donc Disney a toujours été sur ces cinémas, en fait. En général, a toujours raconter ce genre d'histoire. Hein. Barbie, c'est le plus gros succès de l'année dernière. On peut faire plus woke que Barbie si on part sur ce terrain-là. Voilà, c'était la parenthèse un peu impact social, etc. Là, sur quelques éléments qu'on voyait. Je sais pas, on n'a pas tellement parlé de l'histoire en elle-même, du film en lui-même. Ouais, de ce que ça raconte. T'en as pensé quoi de l'histoire, en fait? Bah, comment je pourrais commencer? C'est vrai qu'au début, j'ai eu quand même un petit peu peur parce qu'on était parti sur un film, enfin, le premier du nom, en l'occurrence, il avait été très brillant, il y avait tout un effet de surprise, de nouveauté, la façon dont il représentait le cerveau, la tête, et c'était vraiment hyper ingénieux. Hein, pour avoir fait des études scientifiques et de biologie, quand j'ai vu les représentations de la mémoire, etc., c'était hyper bien fichu. Là, je m'étais posé la question de me dire, est-ce que ça va être du niveau du premier? Est-ce qu'on va pas s'en aller vers quelque chose qui va être vraiment proche? Est-ce qu'il y aura une vraie capacité de se renouveler? Parce que c'est vrai que le premier avait été hyper inventif. On pouvait potentiellement s'imaginer que ça n'allait pas être aussi inventif. Et puis finalement, voilà, c'est un film qui est hyper bien fait. L'arrivée des nouvelles émotions, ça permet de rajouter une nouvelle, de partir sur une histoire qui est complètement différente. De voir les émotions primaires bannies de la mémoire centrale, ça permet de les emmener hors de leur milieu de vie habituel. Il y a des nouveaux lieux aussi dont on n'avait pas forcément parlé dans le premier, ou parce qu'ils étaient inexistants, ou alors parce que comme Joie et Tristesse n'y sont pas allés, on n'en a pas parlé. On a parlé de la vallée du sarcasme tout à l'heure, je pense que là c'est une nouveauté de par son âge, mais on a aussi la chambre forte de la mémoire qu'on voit apparaître à un moment donné. Le système de croyance, alors le système de croyance, mais ça c'est incroyable cette invention-là qui permet de tisser tous les fils de personnalité et pour créer l'estime de soi. Et c'est rien que ça. Moi, ça m'a pris d'un coup quand ils ont abordé la notion de l'estime de soi. Et après, je me suis complètement laissée porter par l'histoire. J'ai dit au départ que la première fois que je l'ai vu, ça m'a déclenché des angoisses avec la notion d'estime de soi et d'anxiété parce que c'était très proche de choses que j'ai vécues par le passé et notamment cette dernière année. Et là, ça a été assez difficile, ce travail introspectif, parce qu'on va pas se le cacher. Hein. Vice Versa a un effet thérapeutique, Vice Versa a un effet très introspectif sur soi-même. Hein. Aller le voir au cinéma, ça coûte moins cher qu'une séance chez le psy. Hein, donc mais là on arrive aussi sur une thématique qui est beaucoup plus mature et adulte. Ouais, non, c'est vraiment un très très bon film. L'histoire est bien faite. Il y a un très bon climax. Il est hyper bien rythmé. On s'ennuie pas du tout. Brillant, nickel. Enfin. Moi, j'ai trouvé ça moins emballé, bien, toi. Je suis moins dithyrambique. C'est-à-dire que là, quand tu me dis que tout est parfait pour moi. Non, tout n'est pas parfait, mais il s'en rapproche. Le côté justement original, etc., d'avoir réussi à créer quelque chose qui se renouvelle, etc.
Oui et non, parce que je trouve quand même que les péripéties de l'histoire se ressemblent quand même beaucoup avec le premier, où tu as des personnages, avant c'était joie et tristesse, maintenant ce sont les 5 qui doivent partir à l'aventure pour régler des soucis, pendant que d'autres personnages qui sont un petit peu moins aptes, on va dire, entre guillemets, en tout cas selon le point de vue des personnages qui s'en vont, doivent prendre les commandes. Et puis ça devient après une sorte de petit voyage initiatique où on va ou de voyage de découverte de différents lieux. Mais en soi, moi, c'est pas tellement ça qui T'as que j'ai dérangé? pas dérangé, mais bon, c'est juste qu'en fait, je trouve que le film est un peu trop «sage» entre guillemets dans ce que ça dans l'histoire que ça raconte. C'est-à-dire qu'en fait, les enjeux globalement, c'est, Riley, veut être populaire auprès des amis de hockey et va faire du hockey pendant un week-end, même si, c'est une enfant et que ce sont des choses bien évidemment qui vont parler à tous les enfants ou tous les ados. Bon, on aurait pu aborder des sujets plus, un peu plus poignant ou plus fort, et cetera. Je sais pas, elle aurait pu avoir Moi, je pense que ça va au-delà de Riley veut être populaire. Riley veut, pour moi, c'est Riley veut s'intégrer. Oui, non, mais bien sûr, mais donc tout ce sujet-là, et c'est le choix qui a été fait. Au départ, on n'a pas l'impression que c'est ça le choix. On a l'impression que c'est la puberté, hein, le sujet, hein. On a l'impression que ça va parler de ça, et cetera. Au final, c'est traité comme un gag pendant à peu près 5-10 minutes, un peu moins même, je pense. Et puis après, on passe finalement un petit peu à autre chose quand même. Donc voilà, donc forcément, même dans la bande-annonce, il y avait ces éléments-là. Donc je m'attendais à que ça raconte une histoire plutôt portée sur la puberté. Comment, j'en sais rien, mais bon, voilà, en tout cas là-dessus. C'est traité un peu, hein, quand elle se lève de son lit, qu'elle dit qu'elle sent mauvais, je sais pas, mais par Oui, exemple, on traite pas du fait que oui. il n'y a pas sa voix qui mue, il n'y a pas ces choses-là, et cetera. Voilà. Ah, c'est une Sans fille, même. hein. Oui, bon, je sais pas, bah, si vous avez pas la même. Non, mais t'as la même voix que quand t'étais petite, je sais pas, il y a peut-être la voix qui change quand même un petit peu quand même. La mue, c'est surtout chez les garçons que c'est Oui, très je sais, mais bon. marqué. Et c'est pas forcément dès le début de la puberté que ça arrive. Ok, bon, bah, my bad. Et puis, Voilà. j'imaginais difficilement l'arrivée des règles aussi, tu vois. Genre, je me dis, ça aurait pas eu sa place. Bah, c'est traité dans Alerte Rouge. Et j'allais justement le dire, c'est traité dans Alerte Rouge. Totalement. Oui. Alors du coup, ça aurait fait redite, donc c'était pas la peine. Mais ce que je veux dire, c'est que forcément, moi, je me suis dit qu'à un moment donné, ils allaient peut-être en parler, parce que s'ils l'ont déjà fait Bah dans là, elle un les a film. pas encore. Voilà, en l'occurrence, elle les a pas, mais elle aurait pu. Mais Oui. elle a exactement le même âge et elle les a. Après, Alerte Rouge, je sais pas si tu connais bien le film, peut-être ou pas, mais bon, c'est même le Ah, titre si, du si, film ouais. en fait, hein. C'est vraiment la métaphore est constante et totale pendant tout le film. Ah Le oui, fait oui, qu'elle se bah, bien transforme en sûr. panda rouge, etc. Enfin, vraiment, tout le sujet, il y a la métaphore et il y a même le côté très Tu me terre poses à la terre. question, David, on l'a critiqué ensemble, le film. Hein. Oui, non, mais voilà, mais puis même il y a la question très terre à terre de la question avec ce sujet-là. Et les règles ont été également abordées dans la série Baymax aussi, qui est pas chez C'est Pixar mais vrai. chez Disney, où il y a Baymax qui doit même aller Il vient acheter chercher, ouais, les serviettes hygiéniques, serviettes et le temps. etc. Enfin voilà, donc c'est un sujet que Disney a déjà osé aborder. Et pour autant, je trouve qu'il n'aurait pas eu sa place ici. Bah, ça aurait été une autre histoire en fait. Là, Oui. c'est pas l'histoire qui est racontée. Il y a aussi le court-métrage où elle tombe amoureuse d'un garçon. Ça aurait pu être aussi le sujet de ce film-là, puisque ça a déjà été traité aussi. Donc, je sais pas, forcément quand on me dit c'est la puberté, etc., je pense pas à un stage de hockey. Faut pas oublier que le film, il se concentre sur 3 jours d'un stage Oui, de bien sûr. hockey. On peut Mais pas tout aborder. bien sûr, mais c'est un choix Et c'est scénaristique, vraiment ça. le tout début de la puberté. Alors effectivement, je te rejoins sur le fait de ça a été un gag pendant 5 minutes, la puberté. Ouais, c'est peut-être dommageable en fait. C'est peut-être pas la puberté, c'était peut-être pas forcément le centre, Moi, l'élément je sais pas central si c'est une comme on mauvaise aurait pu chose, s'y hein. attendre. Ah non, non, j'ai pas dit que c'était une mauvaise chose non plus, mais C'est une autre histoire, quoi. c'est vrai que ça a été un peu vendu dans la bande-annonce comme ça. Et en définitive, on n'en parle quasiment pas. Enfin, on a l'impression que c'est plus un déclencheur pour faire intervenir des nouvelles émotions et ensuite on passe à autre chose. Parce qu'effectivement, au début, ils changent toute la console, les émotions primaires appuient sur un bouton, les émotions sont complètement exacerbées et tout part en live, on va dire, hein, pour pas être vulgaire. Et après, on a l'impression qu'ils arrivent à maîtriser quand même relativement très facilement cette nouvelle console et sans que les émotions soient exacerbées comme ont pu l'être le tout premier matin quand elle est face à sa mère, alors qu'elle aurait pu en fait continuer à être un peu à avoir des réactions, à surréagir en permanence pendant le stage. Et aussi, après, moi, pardon, oui. J'allais dire après, ça dépend aussi, parce que la puberté, c'est assez large.
si on étend, on peut même parler de la crise d'ado. Pour moi, ce moment où les émotions sont exacerbées, ça m'a plus fait penser véritablement à la crise d'adolescence que, bon, du coup, elle était très courte chez Riley, que véritablement la puberté. Pour moi, la puberté, c'est vraiment savoir qui on était quand on était enfant et vers qui on tend à devenir. Et c'est là où véritablement, je trouve que ça a été abordé avec justesse, c'est parce qu'on a toute cette question de Riley qui cherche sa place, qui cherche qui est-ce qu'elle souhaite devenir et comment elle souhaite le devenir. Et on a du coup ça qui est très bien exposé avec Riley qui doit choisir entre sa passion pour le sport et vers qui elle pourrait devenir en rejoignant ce club de sport et ses amis d'enfance au final. Et donc pour moi, c'est à travers ce fil rouge que la puberté est vraiment abordée parce que du coup, c'est les premiers choix de la vie d'adolescente de Riley finalement. Je sais pas si j'y vois de la puberté, mais en tout cas, ce que tu racontes est probablement finalement plus intéressant que ce que ça aurait peut-être pu raconter avec la puberté, où tous les sujets auraient été un peu plus attendus. Donc en fait, c'est pour ça que je disais, c'est pas forcément une mauvaise chose que ça n'a pas été abordé. C'est juste que la façon dont c'est évoqué à un moment donné vers le début du film, géré en quelques gags, et puis voilà. Bon, je trouvais ça m'a laissé sur ma faim, quoi. Maintenant, évidemment, parler de l'estime de soi, de la construction de sa personnalité, de savoir vers quelle personne on veut être, de faire des choix qui vont comme ça définir qui on est, c'est probablement plus intéressant au final et plus osé comme histoire pour un film d'animation que rigoler pendant 1 heure et demie sur le fait qu'elle ait des poils qui poussent ou qu'il y ait un garçon qui lui a fait un bisou sur la joue et qu'elle est devenue toute rouge ou j'en sais rien. Enfin voilà, donc bon, mais c'est juste qu'en fait j'avais l'impression que ça allait parler de ça et ça en a parlé un tout petit peu et puis ensuite ça a autre chose. Mais c'est pour ça que j'ai pas eu du tout cette. Ah, pardon. Non, vas-y. C'est pour ça que moi, j'ai pas du tout associé le terme puberté à Vice Versa 2. Et pour moi, c'est vraiment les prémices de l'adolescence. Oui, mais le mot est quand même prononcé. Hein. Il y a quand même un bouton rouge, puberté, une sirène qui tourne, machin, et tout le monde qui court. Et bien justement, tu vois, je rejoins complètement Mégane sur ce qu'elle dit. Je sais pas si c'est marketing, mais en tout cas, je rejoins complètement Mégane sur ce que tu dis par rapport à que c'est plus le début de l'adolescence, voire on s'en va tranquillement vers la crise d'adolescence dans son attitude. Pour moi, la puberté, la traduction, la définition de la puberté, c'est des changements au niveau biologique, pas forcément au niveau mental. Donc la puberté aurait pu justement faire intervenir le corps qui change, les règles, ce genre de choses-là. Et effectivement, est-ce que c'est pas une facilité d'avoir mis ce warning avec marqué puberté et juste la façon d'appeler ce déclencheur? On le traite en 5 minutes parce qu'on ne sait pas comment on peut traiter un truc pareil pendant 1 heure et demie dans un film d'animation familiale, ça peut être compliqué. Donc voilà, peut-être qu'ils se sont débarrassés du sujet comme ça. Voilà. Après, l'autre point, moi, qui me convainc pas tout à fait, en fait, c'est... Mais après, j'entends que l'histoire qui est racontée est intéressante. C'est qu'en fait, je trouve que les enjeux, c'est déjà le cas pour le premier, en fait. Comment dire ça simplement? À partir du moment où ce que vit Riley dépend de ce que font les personnages dans sa tête et des aventures qu'ils vivent, sachant que ce sont des vraies aventures où parfois ils parviennent à faire quelque chose ou pas, et en fait ça dépend de ça, ça me donne juste l'impression que Riley est un robot qui ne prend aucune décision. Et qu'en fait, du coup, ça me sort de l'enjeu de ce qu'elle vit, elle, dans le monde réel. C'est-à-dire qu'en fait, je suis l'aventure des personnages, mais quand je vois Riley... guidée par ses émotions. Voilà, mais quand Riley, en fait, fait des choses, qu'elle est en colère ou qu'elle n'est pas super sympa avec ses amis d'enfance parce qu'elle préfère être populaire, mais en fait, c'est juste parce qu'il y a une anxiété qui touche à des boutons. Donc, c'est peut-être très terre à terre ce que je dis, mais c'est montré comme ça dans le film. Et si Joie avait réussi à pousser anxiété à ce moment-là, du coup, Riley aurait été plus sympa avec ses amis. Vous voyez. Bon, donc elle aurait été aussi plus ringarde aussi, parce que je vois parfois aurait je le dis, mais je me rappelle qu'elle dit des trucs. Non, mais ça, c'est pas possible de faire ça parce que c'est un peu ringard ou niais, je sais pas. Je crois que c'était d'être toujours fan de je sais plus quel truc d'enfance à un moment donné. Ah, mais ça, c'est super. Pourquoi elle n'ose pas dire qu'elle est toujours fan de ce groupe-là? Parce que c'est ringard, etc. Et donc voilà. Donc après, il y a ce jeu de vouloir faire la grande auprès d'un groupe d'amis plus âgés. Mais voilà, moi, il y a ça. Il manque en fait un aspect important de soi-même, enfin de sa personnalité, parce que là, on parle uniquement des sentiments, des émotions. Mais il y a la raison aussi. Oui, sûrement. Et d'ailleurs, ce point-là, j'étais quand même content qu'il y avait à la fin du film. Bon, il l'adresse un peu en quelque sorte, c'est-à-dire que vers la fin, les émotions se mettent en retrait quand elle prend sa décision finale. Alors toi, tu l'as revu récemment une deuxième fois, tu dois peut-être mieux te souvenir.
mais je me souviens que quand elle doit s'excuser auprès de ses amis, etc., là, il y a les émotions qui ne participent plus. Ce qui, en soi, n'a pas tellement de sens non plus mais bon, c'est pas grave, c'est un film, hein, donc on a envie de le raconter comme ça. Donc, je trouve ça bien parce qu'il y a ce côté... Bon, cette fois-ci, c'est la vraie Riley qui parle, mais bon, ça veut dire quoi, la vraie Riley, quand les émotions sont censées être les siennes? Donc, c'est censé être elle aussi. Mais en tout cas, la mise en scène fait qu'on a l'impression que là, c'est une vraie petite fille, ou une préado, en Qui tout n'est cas, pas, qui n'est pas guidée par. Voilà, c'est pas un robot, quoi. Alors que moi, j'ai un peu ce côté-là, et j'avais ce problème dans le premier film. Je disais, ouais, mais en fait, Riley, je m'en fiche, parce que, en fait, c'est pas j'arrive même presque pas à la voir comme un personnage, parce que elle est manipulée par toutes ces émotions-là, qui sont des personnages. Et en fait, quand les personnages doivent partir au fin fond de son esprit, je sais pas quoi, pour aller trouver un truc et le ramener en toute urgence à temps avant qu'il se passe ci ou ça, donc ça dépend de ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc si jamais il n'y était pas arrivé, c'est pas sa faute, et pourtant elle aurait été différente du coup comme personne. Mais et tu vois, c'était beaucoup plus marqué l'absence de joie et de tristesse. Bah non, il y avait quand même tristesse qui était marquée. Mais c'était beaucoup plus marqué l'absence de joie quand elle était hors de la mémoire centrale. Du coup, elle avait plus la joie du tout. Elle était alors que là, malgré l'absence des émotions primaires. Ouais, elle continue sa vie, quoi. Bah ouais, c'est un peu moins marqué le fait qu'elle soit pas là. Bon voilà, moi il y avait ce truc-là, et puis le dernier. Mais peut-être justement parce que les émotions complexes font que il y a une part de joie qui est dans une autre. Il y a peut-être. C'est ce que je me suis dit aussi, mais ou alors ça fait penser au fait qu'il y a des choses qu'elle arrive à ressentir par elle-même, mais encore une fois, ça veut pas dire grand-chose en réalité, puisque joie est censée être sa joie, quoi. Donc si elle est absente, quoi. Enfin voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire justement quand je prenais des exemples pour rigoler tout à l'heure? Elle devrait pas être triste, elle devrait pas être en colère, alors qu'elle fait preuve de colère malgré l'absence de colère. Oui, voilà, mais même dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est un tueur en série, alors en fait la joie elle est peut-être morte, hein, dans sa tête, ou des choses comme ça, vous voyez, en fait on peut imaginer que les émotions ont vécu des aventures différentes chez chacun, qui ont forgé comme ça le caractère de chacun, et c'est pour ça qu'on est sympa ou pas, qu'on est quelqu'un de bien ou pas, hein, si je caricature, mais c'est pas notre faute en fait, c'est les petits personnages qui n'ont pas réussi à se battre dans notre tête pendant l'aventure qui était la leur à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça donne l'impression qu'on est juste des marionnettes en fait, en quelque sorte. Après, bon, c'est non, nous on a la raison aussi qui est là, qui est présente. La raison et les sentiments. Ce serait pas le titre d'un livre, ça? Oui, il y a aussi un Disney qui s'appelle Raison et Émotion, qui est un court-métrage Disney sorti dans les années 40. Voilà. Et juste, c'est mon dernier point sur l'histoire, vraiment. C'est en fait les aventures qu'elle vit. Alors déjà qu'en fait, je trouve que je suis un peu en retrait sur ce qu'elle vit, elle, dans le monde réel, parce que elle a ce côté marionnette, manipulée par les émotions dans le monde, dans sa tête. Et il y a le côté, c'est que ce qu'elle vit, c'est une toute petite histoire, quoi. C'est-à-dire s'intégrer, etc. Et on voit beaucoup de hockey sur glace, etc. Bon, c'est un sujet comme un autre, mais bon, c'est juste. Tu n'aimes pas le hockey sur glace, David? Pas plus que ça, mais peu importe en fait le sport que c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé qu'on traite de choses un peu plus dures quand même en fait. Et vous allez me dire, oui, mais c'est un film pour enfants, mais non, parce que Coco a traité de la mort, les nouveaux héros a traité du deuil aussi, avec un personnage qui a probablement à peu près le même âge aussi. J'aurais aimé voir des choses comme ça, des choses un peu ça sera pour Vice Versa 3. Par exemple. Alors, j'ai mentionné la mort. Évidemment, il y aurait pu avoir par exemple le décès de la grand-mère, etc. Ça aurait pu faire un peu redondant avec Coco, justement, etc. Donc il faut aussi raconter d'autres choses. Quand ça a déjà été abordé et que ça a été bien fait, c'est pas nécessaire de le faire à chaque fois. Mais pourquoi pas, ça a été un peu triste, hein, mais ça fait partie des choses que vivent les enfants, le divorce des parents. Que vit cette petite fille à ce moment-là? Et je pense que ça aurait été quand même un peu plus... Du coup, quand Riley pleure ou quoi, etc., qu'elle a du mal, je pense qu'on aurait été forcément plus touché, parce que là, on parle de choses qui sont vraiment dures. Ouais, et puis on aurait vu davantage nostalgie, par exemple. Voilà, et Disney a déjà osé faire ce genre de choses. Donc voilà, moi, j'aurais aimé des histoires, en fait, qu'il arrive à réaliser des choses un peu plus importantes, et ça me l'aurait rendu encore plus attachante, parce que plus il arrive des choses difficiles à notre héros. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est même pas mon héros. Elle a déjà vécu un truc hyper important, en fait, dans le premier, avec le déménagement. C'était un truc énorme pour elle. Là, oui,
Ah oui, mais généralement, quand on fait une suite, on augmente les enjeux. Alors que là, ça m'a donné l'impression de les avoir fait redescendre, même si les enjeux sont ailleurs, j'entends. Hein. C'est une autre Voilà, histoire. C'est une exactement. autre histoire qui a Les été en- racontée. C'est une Oh, histoire d'introspection sur soi-même, etc. Il n'y a pas de souci. Mais Exactement. du coup, les enjeux du monde réel, moi, quand elle est avec ses copines, etc., de hockey, etc., c'est sympa, mais j'ai pas envie de le revoir tout de suite. J'ai pas envie de revoir la scène, etc. Il n'y a pas de scène. De grandes scènes de bravoure, vous voyez ce que je veux dire? Un moment très épique, un Ouais. truc où il se passe quelque chose, où on est pris aux tripes, en fait. Alors, bon, il y a la scène de la crise d'angoisse, etc. C'est ça la scène qui est le moment, le climax, qui va Ouais. prendre aux tripes les personnes, pas mal de personnes dans la salle. Mais voilà, c'est un autre point comme ça. C'est moi, le stage de hockey en soi, enfin le stage, c'est pas un stage, c'est un camp, là, un camp de hockey. Mmh. En soi, je m'en fous un peu, voilà, pour le dire simplement. J'aurais aimé voir des choses qui peut-être Non, mais c'est m'intéressent un plus. faire-valoir le match, enfin le stage. Évidemment, évidemment. C'est pas ça l'objet. Hein, Évidemment, mais on voit quand même pas mal de hockey quand même. Donc, Ah bah oui. C'est un voilà, stage de hockey, ça tombe bien. Oui, voilà, après, mais évidemment, le sport, c'est toujours Oui, mais un c'est que prétexte. tu C'est la un vois prétexte aussi pour. c'est que tu la vois dans un contexte de groupe, ça permet aussi de la voir dans un contexte seul quand elle va s'entraîner toute seule, qu'elle se lève Oui, bien hyper sûr. tôt parce elle a besoin en fait de prouver sa valeur, elle a besoin de montrer qu'elle est bonne, Elle elle a a besoin de besoin et s'accomplir. ça donne oui, exactement, elle a besoin de s'accomplir et c'est l'excuse que ça va donner en fait ce stage de hockey là pour montrer ses différentes facettes. Bien sûr. Non, mais ça, je le vois bien. Hein. Mais bon, voilà, c'est moi Mais personnellement. voilà, Si j'avais été à la table ronde de Pixar au moment où on cherche des idées, etc., et puis sûrement qu'ils en ont parlé de ces idées-là, hein, au départ, tout le monde leurs idées. Alors, qu'est-ce qui peut lui arriver? Il peut lui arriver ci, il peut lui arriver ça, etc. Puis à un moment, on s'est dit ils ont décidé de se fixer sur l'histoire qu'ils nous ont proposée finalement. Mais voilà, moi, j'aurais un peu plus milité pour. Non, mais et c'est le film aussi d'animation Disney, on y va aussi un petit peu parfois. Et Donc c'est aussi parce que ça partait sur une histoire qui allait être positive en fait pour elle. Le déménagement, c'était un gros changement et puis elle en voulait pas. Là le stage de hockey, elle est super contente d'y aller. Enfin, elle voit ça comme extrêmement positif. Donc, Et pour autant, si tu nous parles déjà du décès de la grand-mère ou du divorce des parents, c'est Ah oui, mais pas cool pour elle. Hein. Bah oui, mais les nouveaux héros existent, hein, par exemple. Les nouveaux héros, c'est quand même l'histoire d'un jeune garçon qui vient de perdre son frère qui avait quoi, Ah oui. 18-19 ans, dans un Ah accident non, Enfin voilà. non, mais je dis pas que l'histoire aurait pas été bien et que effectivement, on a des très bonnes histoires avec des décès, avec des divorces, avec des. Mais Lyon, hein, plus gros oui. succès de tous les temps. Non mais Enfin, voilà. on va pas réinventer le truc. On est complètement convaincus, toi et moi, et je pense aussi Mégane, que des événements comme ça sont importants et on fait des très bons films. C'est juste que pour ce personnage-là, c'était pas très sympa. Après qu'elle ait vécu le déménagement de façon négative, là, ça lui permettait d'avoir un événement qui était positif pour elle. Oui, bien sûr. J'aimerais juste apporter une nuance. C'est aussi qu'il ne faut pas oublier que les deux amies de Riley lui annoncent qu'elles ne seront pas dans la même école l'année suivante et que du coup, ce stage, c'est le dernier moment toutes les trois qu'elles passent. Oui, je sais. Mais moi, c'est ce que je mets dans le cadre des, entre guillemets, hein, bien sûr, des petits enjeux. C'est-à-dire, c'est des petites histoires de la vie. C'est une tranche de vie. Voilà. C'est une tranche de vie et c'est pas une aventure en fait. Elle vit pas une aventure. Elle va faire un camp de hockey pendant 2 jours. Son aventure est intérieure, je le conçois bien. Donc voilà, ils ont fait ce choix-là. Mais après, de toute façon, le film est très réussi, les avis sont très bons et les gens semblent parfaitement accrochés au film et connectés avec, comme ils sont accrochés à des films comme ceux que j'ai cités, comme Le Roi Lion et autres. Donc parfois, on a besoin d'un film comme Le Roi Lion, où je pense que Simba, pareil, on n'est pas très sympa avec lui, hein, dans ce qu'il vit. Mais après, ça finit bien quand même s'il y a toujours le Tetris qui existe, etc. Évidemment que si Riley, il lui était arrivé les choses que j'ai dit, il y aurait eu une fin positive à voir ce qu'il aurait fallu raconter pour que ça arrive. Après, ce sera peut-être peut-être que le troisième film. Alors, il n'y a pas de troisième film annoncé, hein, c'est juste que vu le succès que c'est, comme on disait tout à l'heure, il y a quand même de fortes chances qu'ils en fassent un troisième un jour. Après, un jour, ça peut être dans 9 ans, comme entre le premier et le deuxième. Hein. Mais il y a voilà. une série qui est annoncée. Il y a une série, mais la série, ce sera, à mon avis, plutôt une série, une comédie, puisque là, on va s'amuser à voir ce qui se passe dans l'usine à rêve, donc c'est plutôt pour rire, quoi. On va pas raconter des choses poignantes, je pense pas, sauf peut-être une surprise dans un épisode, je sais pas. Mais il y aura peut-être des caméos, des personnages, enfin des émotions, mais c'est tout. Oui, voilà. Mais je pense que s'il devait y avoir un troisième film, peut-être que là, ils aborderaient des choses un peu plus complexes, hein, parce que aussi,
forcément le personnage grandit. Alors après avoir, hein, parce que tu peux faire un troisième film qui se passe encore un an après. Dans ce cas-là, le personnage n'a pas forcément énormément changé, même si cette fois-ci on peut Ah toujours là, elle a raconter ses des choses. règles, c'est sûr. Voilà, mais bon, on n'est pas obligé d'en parler, hein, parce que peut-être qu'elle les a d'ailleurs dans celui-là et qu'on n'en parle pas, hein, on n'en sait rien en fait. Et dans le. Ou alors on va plus loin, je sais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, pour un troisième film? Bah, on en a parlé un peu au début, et puis présente ton idée, parce qu'elle était plutôt, elle était assez brillante comme. Alors, en fait, c'est juste que je me suis dit, forcément, si on fait un troisième film, si on pense par exemple au début de qu'elle l'âge soit plus adulte, âgée. voilà, il faut qu'elle soit un peu plus âgée pour que ce soit différent. Si on part du début de l'âge adulte, etc., ça va être difficile de passer, difficile, pas impossible évidemment, de passer outre les relations amoureuses ou sexuelles, etc. Comment on gère ça dans un film d'animation, c'est pas simple, j'entends. Donc, si on veut s'affranchir de ça, moi j'aurais fait commencer le film au moment où Riley découvre qu'elle est enceinte. Et ce qui fait qu'elle va vivre tout un tas d'émotions pendant 9 mois. Alors, je ne sais pas si le film s'étale sur les 9 mois, mais en tout cas, Et pourquoi là, pas. au niveau émotion exacerbée, Voilà, il se passerait plein de choses, etc. Le début de la maternité, etc. Je sais pas, différentes difficultés, etc. Et puis aussi la joie, etc. Il pourrait y avoir plusieurs scènes comme ça, sachant que l'attente d'un enfant, ça a déjà été, par exemple, il y a La Belle et le Clochard qui en parle d'une façon différente, hein, mais ça me fait penser à ce film-là. Là, on le voit sous les yeux de Lady qui voit ça autour d'elle, ce qui se passe. Même si on voit bien le père qui est stressé le soir de l'accouchement, etc. On pourrait un peu retrouver ces idées-là, et puis le film pourrait se terminer sur la naissance de l'enfant, par exemple, avec la naissance de ses émotions, comme le tout premier film, en fait, qui est l'année où on voit la scène de la naissance de Riley avec les émotions qui se créent. La boucle serait bouclée. Le seul problème, le problème dans ça, c'est que ça nous pose problème pour faire un 4. Or, à mon avis, si le 3 marche, je rappelle qu'on en est à Toy Story 5. Non, Toy Story 3 était vraiment une fin à la base. On peut rester uniquement sur les émotions de Riley qui sont adultes, comme là, on pourrait nous présenter davantage les émotions de la mère. Et ben là, ça serait faire un petit peu plus comment ça se passe. Évidemment, on peut avoir des films après sur Riley maman, et en fait, ça aurait pu être le film. Ou alors, pourquoi pas faire un film qui n'est pas dans la tête de Riley. En fait, le prochain film se passe dans la tête de la mère, un spin-off. Et cette fois-ci, on n'a pas besoin de faire grandir nécessairement Riley, puisque si c'est pour raconter, par exemple, la vie de Riley maman, ou dans la tête d'un homme également, puisqu'il y a peut-être d'autres qui peuvent raconter comme ça. Bon voilà, enfin il y a plein d'idées qu'on peut raconter. Évidemment, sur Internet, on voit de tout. Des gens qui s'imaginent on fait un film tous les 3 ans pendant 30 ans, et à la fin, on a un film sur une mamie, par exemple. Voilà, mais bon, soit on fait grandir Riley comme ça, soit on peut changer aussi de personnage. Après, l'intérêt de suivre toujours Riley, c'est aussi d'avoir cette d'avoir les mêmes émotions et. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, je suis d'avoir les mêmes personnages. C'est que les émotions sont les mêmes personnages. Forcément, si on va chez quelqu'un d'autre, c'est plus les mêmes personnages. Et potentiellement les mêmes doubleurs, hein, parce que là, on a quand même eu la chance d'avoir retrouvé pour les émotions primaires en français exactement la même équipe. En français, pas en VO. Oui, en français. En VO, il y en a 3 sur 5 qui ont rempilé. Oui, il y a eu des soucis. Je sais plus trop l'histoire, j'ai pas trop suivi au final, mais j'ai vu qu'il y avait des actrices pas assez payées ou une histoire problème comme ça. de contrat, ouais, pas assez payé. J'avais C'était estimé que. Mindy Kaling qui faisait Dégoût, et puis le personnage qui faisait Peur, je crois. Ouais. Parce Oui, il y que avait ça. Amy Poehler qui faisait Joie a repris, l'actrice qui faisait Tristesse, elle a repris aussi, et Colère aussi a repris. Mais nous, en France, on a eu la chance d'avoir strictement, et c'est génial, 9 ans après, que la même équipe soit présente. Et après, aux États-Unis, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir ce type de situation, parce que généralement, les Américains, comme c'est eux qui font le film, ils font avec les voix qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à changer un personnage ou à ne pas le faire apparaître du tout si jamais, imaginons que l'acteur soit décédé, par exemple. C'est le cas dans Banner et Bianca au Pays des Kangourous, où la personne qui faisait la voix d'Orville, l'Albatros, dans le premier film, était décédée entre-temps. Et ils ont créé son frère, en fait, et ils l'ont fait doubler par quelqu'un d'autre. Donc, généralement, les personnages en langue originale ont les mêmes voix, sauf bien sûr à considérer les princesses Disney quand il y a une suite qui sort 40 ans plus tard en vidéo, par exemple. Bien sûr, là on est sur d'autres cas. Mais il y a quand même des voix fixes, c'est-à-dire que 40 ans plus tard, aujourd'hui, il y a telle personne qui fait la voix de Blanche-Neige sur les jouets, les machins, etc. Et si jamais il va y avoir un truc dans les parcs ou quoi, ce sera la même personne. Ils essaient de garder une vraie continuité. En France, c'est vrai que ça varie beaucoup. Prenez Olaf, en anglais, c'est toujours Josh Gad. En français, c'est pas toujours Danny Boone. Quand c'est les courts-métrages, quand c'est les machins comme ça. Voilà. Mais c'est parce que quand ils font Olaf en VO, ils voient avec Josh Gad avant même de le faire, quoi. Il sera là. Oui, et puis ils le font sinon, participer à d'autres. Voilà. Et sinon, ils le font pas, quoi. Aussi, Mais sinon, ils le font pas. Je pense que Disney ne fait pas quelque chose avec Olaf si Josh Gad n'est pas disponible.
Voilà. Alors que la France, Disney France se retrouve devant le fait accompli, et puis si Danny Boone il n'est pas dispo, et ben, il n'a pas envie, il est trop cher. Ben, Ouais. Donc c'est un cas assez exceptionnel, ce cas VO de Vice Versa 2, où les voix ne sont pas les mêmes, pour des personnages principaux quand même. As-tu quelque chose à ajouter, Ludivine, au sujet d'un potentiel Vice Versa 3? Non, on a pas mal échangé sur le sujet, mais j'avais pas forcément d'idée quand David a abordé le sujet tout à l'heure, et puis j'avoue que je le rejoins en fait sur l'idée d'une histoire autour de la maternité. Ça peut être très très sympa comme histoire. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir mettre un terme à ce stream. Je vous remercie tous les deux pour cette soirée d'échange autour de Vice Versa 2. C'était vraiment très 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 intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci au chat qui était là ce soir. J'en profite pour adresser un grand merci à tout le monde. Comme vous le savez, ce soir, c'est le dernier stream de la saison sur ce format, puisque là, Chronique Disney entre dans sa relâche en quelque sorte estivale, donc on ne streamera plus. Et c'était pour moi ma dernière, je l'avoue, je vous partage cette petite information, mais j'ai partagé ces 6 mois avec grand plaisir. J'ai pris l'intérim sur ce poste lorsque Laurent m'a proposé de le faire et Ludivine également. Ça a été des streams magnifiques. J'ai pris un plaisir immense à partager tout ça avec vous. Donc j'aimerais adresser tout d'abord un grand merci à toutes les personnes qui sont venues partager ces streams avec moi, que ce soit les membres de l'équipe chronique comme vous, Ludivine et David, qui avaient souvent répondu présent à l'appel, toutes les autres personnes, je pense à Franck qui a bravé sa timidité pour venir une fois, je pense à Laurent qui est venu, je pense à Marine, à Virginie. Alors, je vous cite pas tous parce que sinon on va passer du temps. C'est risqué là, tu te lances dans une liste. Ouais, c'est pour ça que je m'interromps aussi. Et merci aussi au chat. Merci à. T'as pas une liste sous la main, David? On va sortir une petite liste sur Letterboxd pour ça. Mais merci à toutes les personnes qui sont venues échanger dans le chat. Merci à tous ceux qui ont juste regardé, qui ont réécouté un replay, que ce soit sur Twitch, sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme. Merci pour le soutien parce que c'est grâce à vous que Chronique arrive à faire de belles audiences. Alors vraiment, c'était un plaisir et j'espère que vous continuerez de partager cette passion avec nous, quel que soit le média sur lequel vous nous suivez. Pour l'instant, je ne vous annoncerai rien sur une saison 2, puisque les pourparlers sont en cours en interne, mais vous retrouverez... C'est plus qu'une saison 2, là. Oui, ce serait la saison plus ça. Oui. Voilà. Vous retrouverez la suite. La saison 4. Ce ne sera pas ma saison 2, en tout cas. Voilà, on va reformuler comme ça. Ce ne sera pas ma saison 2. Mais bon. Après, tu restes avec nous, tu vas écrire. Oui, je reste bien évidemment sur Chronique, mais je retourne rédiger mes articles au sujet des parcs. Tu seras peut-être intervenante sur des prochains, comme nous. Exactement. Voilà. Tu viendras participer en tant qu'intervenante. Si ce format revient, bien évidemment, cette fois, je ne serai plus à l'animation, mais je prendrai plaisir à discuter avec vous, bien évidemment, sur le sujet. Si le Chronique Disney, le live revient, j'espère qu'on pourra faire ce live sur le merchandising qui n'a pas pu voir le jour. Et bien évidemment que je participerai avec grand, grand plaisir. Donc voilà, pour moi, c'était un petit mot de la fin et je voulais encore une fois tous vous dire merci. Merci Ludivine et merci Laurent de m'avoir fait confiance et de m'avoir offert cette possibilité d'animer le live avec vous tous. Pour vous représenter Chronique... du coup, j'en profite vu que je suis là, Mégane. Vu que je suis là, Mégane. Nous aussi, on te remercie d'avoir pris ce rôle d'animatrice depuis mars. On l'a dit, Laurent te l'a dit, il y aura un avant et il y aura un après toi.
qu'il y a plein de choses que tu as mises en place qui vont pouvoir perdurer. Comme tu l'as dit, c'est pas encore statué sur qu'est-ce qu'on fait de Twitch sur l'avenir, mais on va prendre le temps d'en discuter exactement. Mais en tout cas, merci à toi, merci à Olivier qui a assuré la régie, merci à Fabien pour tout l'aspect visuel. Donc voilà, on avait une très chouette équipe avec vous. Ouais, puis merci pour les idées aussi, puisqu'il y a pas mal de sujets qui étaient super sympas à aborder. Tout à fait. Merci beaucoup. Pour terminer, où est-ce que vous pouvez retrouver Chronique Disney si jamais vous ne nous suivez pas déjà sur les différentes plateformes? Bien évidemment, les réseaux sociaux, X, Instagram, Facebook, LinkedIn aussi. Pour voir ou revoir ou même écouter tous les podcasts et les streams, bien évidemment Twitch, le replay sera en ligne dès demain, Spotify et Deezer pour écouter les podcasts ou retrouver nos émissions, également les listes de David sur Letterboxd, le forum Disney Central Plaza pour venir échanger avec nous sur tous les sujets et retrouver tous les points de vue de David aussi sur les différents topics qui ont été ouverts. Et bien évidemment, du coup, notre navire. Et les archives. Et puis, venez lire les écrits de David. Voilà. Venez lire les sujets, venez débattre, venez nous donner vos points de vue, venez échanger, puisqu'au final, c'est important de faire vivre à la fois Chronique Disney, mais surtout tous les sujets Disney. Et puis, je pense que là, ce soir, rien qu'avec Vice Versa, vous avez vu à quel point il est possible de confronter nos idées, d'avoir des lectures à différents niveaux selon nos histoires, selon nos propres émotions, savoir si nous sommes dirigés ou si ce sont eux qui nous dirigent. Voilà, venez discuter de tout ça et retrouvez bien évidemment le navire amiral Chronique Disney avec tous les dossiers qui sont rédigés par les membres de l'équipe. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Dont la dernière fiche Vice Versa qui est parue et il y a le lien qui est dans le chat. Exactement, qui a été partagé par Olivier. Je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle nuit, un très bel été et à bientôt. Bisous. Salut. Salut. Bon été à tous. Salut. Salut.